Mon rêve, c'est recréer le jardin d'Éden sur Terre, planter des arbres, des fruitiers partout. Je suis Florian Gomet. Pour me mettre une étiquette, c'est souvent ces deux mots que j'emploie, explorateur, hygiéniste. De temps en temps, c'est le mot éducateur de santé qui me vient à l'esprit. Donc j'ai démarré ma carrière de manière assez basique comme prof de maths quand j'avais à peu près 25 ans. J'ai exercé pendant 2 ans. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir rencontré vraiment beaucoup de difficultés pendant ces 2 premières années. Ce qui fait que mon ressenti m'a dit que si je persévérais là-dedans, je n'allais pas être heureux, que j'allais faire une dépression et que j'arrivais pas à trouver ma place et à donner du sens à ce que je faisais. Et donc, comme l'éducation nationale m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, ça a été une chance qui m'a permis de donner ma démission rapidement. Et puis après, je me suis retrouvé face à un grand vide devant moi, puisque auparavant, toute ma carrière était tracée, éducation nationale, on attend la retraite, etc. On a les vacances pour faire ce qu'on a envie pendant les vacances. Et puis là, tout d'un coup, faut tout remettre en question. Les diplômes que j'ai comme prof de maths, le master, le CAPES, etc., ça me sert quasiment à rien dans la vie professionnelle parce qu'il y a guère que comme prof de maths qu'on peut exercer ça. Et puis en plus, je suis quelque part un petit peu déçu, dégoûté du système parce que j'avais été toujours un bon élève, souvent premier de la classe, etc. J'ai suivi le cursus du mieux que je pouvais. Et puis au final, je me rends compte que j'ai pas du tout été récompensé pour mon travail. Alors je me dis, puisque je peux pas compter sur le gouvernement pour prendre en charge ma vie et mon bien-être professionnel et autres, eh bien faut que je trouve quelque chose d'autre. Et donc là, j'étais devant un grand vide où j'avais aucune idée où aller. Et comme j'étais à l'écoute d'un signe, eh bien sous le nez m'est tombé des livres d'aventuriers comme Mike Horn. Et dès le premier livre, je me souviens, c'était Conquérant de l'impossible, qui relate la traversée, le tour du monde par l'Arctique en suivant le cercle polaire. Et là, tout de suite, le côté exploration de la planète, le côté défi, challenge, etc., ça m'a tout de suite séduit. Je me suis dit, en fait, je veux faire exactement la même chose, quoi. C'était fulgurant comme intuition. Et donc, du jour au lendemain, je me suis dit, alors que j'avais même pas fini le livre entre les mains, je me suis dit, je vais à mon tour mettre au point une expédition. Et comme j'avais envie d'aller au Canada, je vais traverser tout le Canada à pied. Alors que j'avais jamais fait de randonnée, que j'avais quasiment jamais fait de sport d'endurance ni de quoi que ce soit. Et donc là, je me suis inscrit dans des clubs de triathlon. J'ai fait du sport un maximum. Et puis pendant 5 ans, je me suis préparé physiquement pour ce voyage-là. Et comme j'avais besoin de trouver un métier pour payer mes factures, mettre de l'argent de côté pour le voyage, eh bien, je me suis dit, il faut que je cherche un métier qui me permette de m'aguerrir physiquement et qui me permette d'être dehors par tous les temps. Comme ça, après, je serai forcément prêt pour les expéditions. Je me disais, si j'ai un emploi dans un bureau, même si je fais du sport à côté, ça ne sera pas vraiment pareil. Et donc là, je suis allé au Pôle emploi à ce moment-là, puisque j'avais plus de travail. Et je m'attendais à ce qu'on me guide par rapport à mes goûts, mes orientations, par rapport aux réalités du marché du travail de l'endroit où je me trouvais. Et puis en fait, pas du tout. Moi, juste demandé ce que je voulais faire. Alors que j'avais pas du tout réfléchi à ça, vraiment. J'attendais quelqu'un qui me guide. Et en fait, là, quand on m'a posé cette question-là, il y a le mot bûcheron qui est sorti, sans que j'y ai réfléchi avant. Et donc, je me suis lancé dans une formation qui durait 9 mois, qui était très pragmatique. Je n'avais pas du tout envie de reprendre des études et des formations sur plusieurs années, alors que j'avais déjà passé le plus clair de mon existence sur les bancs de l'école pour pas finalement apprendre des choses utiles concrètement dans la vie. Alors, j'avais besoin de quelque chose de pragmatique et d'assez court. Donc la formation de bûcheron était très bien pour ça. Je me suis installé à mon compte, j'ai pas trouvé de travail comme bûcheron parce que quasiment tout était fait par des abatteuses, des machines. Et là, le métier n'était plus physique, donc ça m'intéressait pas. Et donc, dans la partie des travaux forestiers, je me suis plutôt aiguillé vers la sylviculture, c'est-à-dire le reboisement, l'entretien de plantation. Et puis en plus, ça me correspondait beaucoup plus que de couper des arbres. Donc en fait, tout était très bien et j'ai exercé ce travail-là pendant 10 ans. À mon compte, donc je mettais de l'argent de côté, je me préparais un peu dans mon travail, je me reconnectais progressivement à la nature
Et quand j'avais mis suffisamment d'argent de côté, je partais en voyage pour une expédition à chaque fois un petit peu plus reculée. Alors j'ai commencé par la traversée de l'Italie en vélo, le tour de la Roumanie à VTT. Après j'ai traversé la Suisse à pied en passant par un 4000 mètres. Après j'ai traversé toute la Norvège à vélo et à pied. Et après c'était l'expédition, la traversée du Canada. Et 12 000 km. 12 000 km à pied, à vélo, à ski et en kayak. Du point le plus à l'est du Canada jusqu'au point le plus à l'ouest, et en passant par une chaîne de montagnes qui n'avait jamais été traversée seule, sans moyen motorisé, en période hivernale. Le mont Mackenzie? Les monts Mackenzie. D'accord. Très hostile comme endroit, visiblement. Oui, il y a juste quelques cabanes de chasseurs qui sont utilisées l'été par des personnes qui arrivent le plus souvent par hélicoptère. Et sinon, il y a juste des rivières, des montagnes, des forêts, des animaux sauvages, des grizzlies, et rien d'autre. Et en fait, c'était vraiment ça que je recherchais, et ça, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, rétrospectivement, qu'à travers chacune de ces voyages en milieu reculé, à chaque fois dans un milieu un peu plus reculé, plus sauvage, toujours plus d'autonomie sur des périodes de plus en plus longues, en fait, je cherchais à me reconnecter à la nature et quelque part à me purger, pour reprendre un mot qu'on va réutiliser par la suite, me purger de tous les conditionnements de la société, de mes croyances, parce qu'il n'y a rien de mieux que de se retrouver dans un milieu sauvage le plus vierge possible pour se reconnecter à soi et se reconnecter au vivant. Voilà. Et donc en fait, tous ces voyages-là, je les faisais au départ, j'avais l'impression peut-être pour me prouver des choses à moi-même, pour le côté défi, pour le côté sportif. Et ce que j'ai compris par la suite, en fait, c'est que ce qui m'attirait vraiment à travers ces expériences, que mon corps et mon âme avaient besoin, c'était d'un nettoyage du corps, purement biologique à travers l'exposition au froid, au chaud, l'activité physique extrême, etc., qui aide vraiment le corps à se nettoyer. Et puis un nettoyage du mental en étant coupé des autres êtres humains, de la civilisation, pour me retrouver seul avec moi-même au milieu de la nature. Et ça, c'était vraiment un nettoyage du mental qui m'a apporté beaucoup de choses et qui m'a notamment ouvert à la spiritualité, bien malgré moi, parce que suite à ma formation scientifique, en fait, je ne croyais pas du tout à tout ce qui était ésotérique, à la radiesthésie, au fait que notre conscience puisse se loger à l'extérieur que de notre cerveau, à la réincarnation ou à des choses comme ça, ou aux esprits de la nature. Pour moi, c'était vraiment des sornettes, et j'avais vraiment un discours pas scientifique, mais en fait scientiste, sans le savoir en fait. Exactement, c'était ce nettoyage du corps et ce déconditionnement qui m'a permis d'éveiller, d'aiguiser ses sens. Et au niveau spirituel, pendant ces voyages-là, ce que j'observais au fur et à mesure que je les mettais en place, c'est qu'à chaque fois, il y avait plein de coïncidences, donc des synchronicités, des hasards improbables qui me faisaient rencontrer les bonnes personnes au bon moment, sans lesquelles j'aurais pas pu mener mon voyage jusqu'au bout. Mais ça restait quand même assez terre à terre, assez raisonnable. Mais simplement, j'observais que dès que je me mettais en voyage, tout s'alignait, tout se déroulait parfaitement et je me sentais pleinement à ma place. J'avais véritablement l'impression d'être quelqu'un d'autre, mais d'être véritablement moi en fait. Voilà. Et puis, en mettant en place des expéditions de plus en plus ambitieuses, de plus en plus reculées et aussi dangereuses, où je risquais ma vie, eh bien, j'ai eu des intuitions qui m'ont sauvé plusieurs fois la vie et qui m'ont marqué. Je vais en citer deux qui sont vraiment très explicites. Au mont Mackenzie, justement. Voilà, dans les monts Mackenzie. Donc, je me présente, il y a un petit village juste avant ces monts Mackenzie qui s'appelle Norman Wells. Je suis resté à peu près 5 mois dans ce village-là pour préparer, acheter le matériel. J'avais jamais vécu d'expédition en milieu polaire auparavant. Donc, je me suis préparé du mieux que j'ai pu et puis j'achète une luge avec du matériel relativement amateur, pas du tout du matériel pro pour faire une vraie expédition. Je fais avec les moyens du bord et puis je fais des essais. Puis en fait, je me rends compte que ma luge elle est trop petite pour mettre suffisamment de nourriture et grosso modo, j'estime qu'il me faut à peu près 40-50 jours de voyage et j'ai un peu plus de la moitié en nourriture seulement. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a aucun explorateur qui s'engagerait dans une expédition comme ça où il n'y a aucun magasin, aucune personne
sur 600 km dans une montagne avec la moitié ou même les 2 tiers de ses provisions, quoi. Est-ce qu'on était déjà dans le cruvidorisme déjà? Alors, j'avais découvert l'alimentation vivante 1 an auparavant seulement. Voilà, d'accord. Et je l'avais mis en place plus ou moins comme j'avais pu. J'étais, on va dire, à 80% cru, avec beaucoup de craquage parce que j'avais pas cet outil des purges dont on parlera après. Et puis quand j'étais invité, je faisais pas difficile, on va dire. Je mangeais ce qu'on me proposait, etc. Je me posais pas trop de questions. Je faisais juste du mieux possible avec les moyens que j'avais sur le moment. Et quand j'ai traversé ces monts Mackenzie, d'ailleurs, j'avais emmené que des aliments qui étaient véganes. Je mangeais encore cuit à l'époque, surtout quand on se trimballe comme ça en autonomie avec un sac à dos, les céréales c'est bien commode. Avec l'expérience, je sais que j'aurais pu aussi prendre des fruits séchés, mais à l'époque je connaissais pas vraiment les fruits séchés. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai jamais l'habitude d'en consommer. Et donc je m'étais plutôt rabattu sur les céréales en me disant bon, après l'expédition, je ferai les choses différemment. Donc j'ai amené beaucoup de céréales, de la purée des fruits séchés, des oléagineux, purée de cacahuètes. Donc 100% vegan pour cette traversée, sauf que j'en ai une grosse moitié seulement. Et puis là, la luge elle est pleine. On arrive, on est au mois de février, j'ai plus vraiment le temps de repasser commande pour de l'autre matériel. Financièrement non plus, parce que c'est loin dans le nord, tout prend du temps pour être acheminé. Donc là, en fait, c'est soit j'y vais avec les moyens que j'ai, soit je renonce. Simplement, je sais que si je renonce, je vais le regretter toute ma vie. Puis j'ai une sorte d'intuition, c'est pas une voix que j'entends, c'est un truc qui me vient dans les tripes et qui me dit vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et puis ça revient en boucle et à chaque fois le mental me dit bah non, tu vas pas partir si t'as pas assez de nourriture. Et là, la chance que j'ai, c'est que je me mens un petit peu à moi-même en me disant mais ça se trouve c'est parce que j'ai cette intuition, parce qu'en fait je vais aller plus vite que prévu. Donc ça me rassure, je fais ok, bon je vais aller plus vite que prévu et voilà. Donc je pars et puis au final, au début j'avance bien, puis après il y a jusqu'à 1,20 m, 1,50 m de neige, une poudreuse où on s'enfonce jusqu'au fond, jusqu'au sol parce que c'est un climat très sec et très froid, ce qui fait que la neige ne se compacte pas du tout. Puis comme il n'y a personne qui passe, à part quelques animaux, eh bien c'est quasiment impossible d'avancer dans cette neige-là. Surtout avec les petites raquettes que j'avais à ce moment-là, c'était pas du tout des raquettes prévues pour faire ce genre d'expédition. Et donc j'arrive à peu près à la moitié du parcours et là j'ai presque plus de nourriture. Donc là le mental revient au galop, puis il me dit bah, je te l'avais dit, tu t'imaginais quoi, tu crois au Père Noël? Et donc là je me sens ma foi en la vie que j'avais construit chaque fois un peu plus forte au travers de mes expéditions, elle commence de m'abandonner. Puis là c'est un peu un mélange de colère, de larmes, de tristesse qui me viennent à l'esprit. Et je suis tellement contrarié qu'en fait, je me dis, bah, de toute façon, si la vie m'abandonne et que je ne peux pas faire confiance dans mes intuitions, j'ai plus envie de vivre. J'ai une balise de détresse, mais j'ai même pas envie de l'utiliser parce que je me dis, voilà, si je peux plus faire confiance à la vie, à mes intuitions, bah, ce que je vais faire, en fait, je vais marcher jusqu'à ce que je m'écroule. Et puis, je tomberai dans la neige et on ne parlera plus de moi. Dans cet état d'esprit-là, ce jour-là. Et là, en fin de journée, je vois sur ma carte, j'avançais à ce moment-là de 5 km par jour, à raison de 10 heures de marche forcée, tellement la neige me ralentissait. C'était en haut d'un col où il y avait énormément de neige qui s'était accumulée. Et sur la carte, il y a une cabane, donc je me dis, bon, bah, je vais essayer au moins d'aller jusqu'à cette cabane dans la journée. Donc 5 km, on voit la distance qu'on parcourt dans la journée, donc c'est très déprimant de voir qu'on n'a quasiment rien fait, quoi. Et surtout quand on sait qu'il y en a 600 en tout. Donc je me dis bon bah je vais au moins aller jusqu'à la cabane. Je savais qu'il y en avait, mais je me dis comme ça il y a des cabanes pour chasseurs, probablement elles sont fermées. Et en fait la cabane elle est ouverte et dedans il y a des provisions à peu près pour 1 mois que les chasseurs ont laissé. Et j'ai appris par la suite que en fait ils amènent toujours plus que nécessaire et donc j'ai pas du tout pris cette nourriture à quelqu'un pour qui ça allait faire défaut par la suite. Et d'ailleurs il y avait déjà les souris qui avaient commencé de manger les céréales. Donc je me suis reposé dans cette cabane, j'ai rechargé mes provisions et ça m'a permis de terminer cette traversée. Et là quand je redescends, il n'y a plus de neige sur les 150 derniers kilomètres à peu près, ou les 120 derniers kilomètres, je crois qu'il y avait 3-4 jours de marche, et parce que c'était beaucoup plus en bas en altitude, on a commencé d'arriver au mois d'avril. Voilà.
Et donc, je dois abandonner ma tente qui fait 10 kg, parce que la luge, je ne peux pas la tirer sur la terre. Tout mon matériel est très lourd et encombrant, donc en fait, je laisse quasiment tout mon matériel. Je me fais un petit sac à dos de fortune avec mes provisions, mon petit matériel, mes batteries, caméras, etc., les cartes, et puis mon duvet. Mais le duvet, c'est encore quelque chose de bien encombrant, etc. Donc il y a mon gros sac comme ça sur le dos, j'avance, ça commence, c'est pas vraiment un sac à dos, donc ça commence de me blesser dans le dos, ça me ralentit vachement pour marcher, et là, la même intuition qui m'avait traversé juste avant de partir, revient à la charge et me dit fais confiance, dorénavant tu n'as plus besoin de rien pour voyager, prends juste ton petit sac à dos avec ton matériel et tes affaires et tu trouveras tout ce qu'il faut pour dormir toutes les nuits. Voilà. Et comme j'avais pu vérifier que la dernière fois mon intuition, quand bien même elle paraissait complètement déraisonnable, ne m'avait pas trahi, trompé, je me dis bon bah ok, donc je laisse mon gros sac de duvet, etc. J'ai juste un tout petit sac à dos qui me permet d'avancer vite. J'avais un pantalon de ski qui me tenait super chaud. Je l'ai laissé de côté aussi parce que la nuit, il faisait encore des températures négatives, mais la journée, j'avais suffisamment chaud. Donc je suis continué juste avec un caleçon en fait, un grand caleçon. J'ai fini quasiment en slip en fait, avec mes chaussures et puis c'est tout. Et là en fait, tous les soirs, au moment de m'arrêter, je trouvais une cabane avec de la nourriture et des couvertures et des provisions de bois pour allumer un feu. Voilà. Alors que des cabanes, je rencontrais, je sais pas, peut-être tous les 20 ou tous les 30 km seulement. Et là, c'était directement en fin de journée. Et donc, j'en ai eu encore confirmation que je pouvais vraiment faire confiance à cette intuition. Et c'est là où est née l'idée de traverser l'Europe sans rien. Parce que mon intuition m'avait dit dorénavant, pour voyager, tu n'auras plus besoin de rien. Donc, des anecdotes comme ça, il s'en est cumulé beaucoup, de plus en plus incroyables. Et la dernière qui m'a vraiment fait faire un saut quantique, comme on dit, ou un renversement de spin, où là, il y a quelque chose qui, dans mes croyances scientifiques, devait être remis en cause. C'est qu'il y a une journée dans mon voyage, sur la fin, quand j'étais en Alaska, après les monts Mackenzie, où je me trouve sur une grande île que je traverse. Il n'y a personne qui habite sur cette île. Il y a une intuition qui me fait avoir peur des ours. Alors que les ours, j'en ai croisé une dizaine pendant mon voyage. Ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais sur place et j'avais jamais vraiment eu peur des ours. Je faisais confiance, j'étais prudent, mais j'étais pas du tout inquiet. Et cette journée-là, ça me prend au ventre, j'ai peur, je me mets à faire du bruit, à chanter, etc. pour surtout pas les surprendre derrière un arbre, un buisson ou dans un virage ou quoi que ce soit. Toute la journée se déroule et pas d'ours en vue ni quoi que ce soit. Et là, il y avait encore une cabane ce soir-là qui était prévue sur ma carte. Donc j'avais prévu d'aller dormir dans cette cabane-là. J'arrive au pied de la cabane, elle est juste en haut d'un petit vallon. Et il reste juste une série de buissons à traverser, puis à quelques centaines de mètres, la cabane est là. Et puis je repense à cette intuition, puis je fais c'est quand même bizarre que je veux quand même être prudent avant de sortir du buisson, je vais m'arrêter et puis je vais regarder ce qu'il y a. Donc là j'écarte la dernière rangée de buissons et à ma gauche je vois une femelle grizzly et à sa droite son petit. Ce qui fait que si j'étais sorti sans prendre garde, je me trouvais entre les deux et ça c'est vraiment une situation mortelle. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour sur quelques centaines de mètres, j'ai contourné la petite montagne et puis je suis arrivé par derrière. Et cette nuit-là, donc dans la cabane, en fait, j'ai pas dormi de la nuit parce que là, ça faisait trop de choses qui m'arrivaient à la suite et qui sauvent ma vie. Et je me dis, cette information, c'était pas possible que ça soit une sorte d'intuition animale où on sent les choses de manière plus ou moins inconsciente. Je me dis là, c'est forcément une information qui me venait de l'extérieur, voire même du futur, puisque l'animal il s'est déplacé entre-temps, il n'a pas passé sa journée sur place à cet endroit-là. Donc une information qui m'était impossible d'acquérir par des réflexions ou quelque chose de purement animal, c'était une information qui me venait de l'extérieur, qui m'a informé d'un danger. Et donc là, j'ai pas dormi, ça m'a littéralement ouvert à la spiritualité, au monde des esprits. Je me suis dit, visiblement, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent pourtant bel et bien. Et comme j'étais passionné d'astronomie,
j'ai tout de suite repensé au fait que dans l'univers, il y a 80% de matière et d'énergie noire dont on ne connaît absolument pas la nature. Et effectivement, croire que à ce que l'on voit et être purement scientifique, en fait, c'est en fait consacrer sa vie à 5% de ce qui existe. Donc c'est forcément réducteur. Voilà donc comment j'ai été amené à mettre au point différentes expéditions. Et puis ensuite, après America Extrema, cette traversée, je rentre chez moi et je veux mettre au point cette traversée de l'Europe sans rien. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir une approche scientifique, quand je parle de mes expériences, c'est que ça aide les personnes qui sont élevées, conditionnées avec certaines croyances qu'on appelle scientifiques, et de leur montrer qu'on peut être complètement sérieux, raisonnable, etc., sans pour autant rester fermé à des choses, uniquement à ce que l'on voit. Et en fait, dans la science, il y a c'est Philippe Guillemant qui a identifié une dizaine, ce qu'il appelle lui les 10 commandements de la science, en fait, la science, elle s'appuie sur des dogmes, des hypothèses de départ qu'elle n'a pas identifiées comme telles et qu'elle considère comme vraies et n'étant pas possible de remettre en cause. Notamment, par exemple, que la conscience elle considère que c'est un sous-produit du cerveau et pas quelque chose qui vient à l'extérieur de notre corps, en fait. Elle considère également que le darwinisme est la façon sensée d'expliquer l'évolution des espèces, alors que pas du tout. Les mutations, etc., ne se font tous sauf au hasard. Sinon, on sait très bien que, en fait, la durée de vie sur Terre serait beaucoup trop courte pour que des phénomènes purement aléatoires puissent guider les espèces, les faire évoluer à la vitesse où elles ont évolué. Donc il y a un certain nombre comme ça de croyances que la science a et qu'elle n'a pas identifiées. Ce qui se passe, c'est que quand on fait une hypothèse de départ qui est fausse, même si derrière tous les raisonnements qu'on fait sont justes et même très habiles d'un point de vue intellectuel, les conclusions auxquelles on va arriver vont forcément être absurdes. Ça s'appelle faire un raisonnement par l'absurde. Et c'est là qu'on voit que quand on arrive à une absurdité, ça veut dire que l'hypothèse de départ était fausse. Et notre société, c'est bien ce qu'elle montre actuellement, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont bardés de diplômes, avec des outils technologiques ultra performants et qui n'arrivent pas à soigner des choses qu'un jeûne ou un changement d'alimentation va faire. Donc typiquement, on arrive face à des situations absurdes, tout simplement parce qu'au départ, on avait fait une hypothèse qui n'était pas bonne. On sait qu'au niveau microscopique, au niveau quantique, il y a tout est parfait, en fait, une subtilité incroyable avec des règles différentes. Au niveau macroscopique également, tout fonctionne à merveille avec une intelligence incroyable et l'humain, dans sa prétention, quand ça lui concerne, en fait, il ne veut pas considérer que tout est parfait dans l'existence et dans sa vie et que tout ce qui nous arrive est juste. Et donc, par cette prétention, ces peurs également, et cette envie de maîtriser les choses qu'il ne comprend pas, c'est ça finalement qui nous amène, qui amène tout notre malheur et notre souffrance, alors qu'on gagnerait à s'inspirer effectivement, à voir à quelle merveille la nature fonctionne, etc. D'ailleurs, ça me surprend beaucoup quand je vois, je ne suis pas du tout spécialiste de la médecine, mais quand on lit des petits sujets, quand on essaye de regarder dans le détail comment ça fonctionne au niveau de la fabrication d'énergie dans le corps, au niveau de la fabrication des protéines, etc., on se rend compte qu'en fait, même pour des phénomènes a priori très simples, comme le fait que le corps transforme les sucres dans le corps, en fait, si on regarde ça dans les détails, ça devient très vite très très compliqué. Et même pour les spécialistes, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas dès qu'on s'intéresse au niveau moléculaire, ce qui se passe. Et donc en fait, on en vient très vite à la conclusion, sans être spécialiste de la chose, qu'en fait, dans le corps humain, mais ailleurs aussi c'est vrai, tout est d'une complexité absolument incroyable, que notre intelligence, aussi grande ou performante soit-elle, est incapable d'apprendre parce que ça dépasse les capacités de notre mental. C'est pour ça que quand on parle de santé, vouloir intervenir dans le corps avec une opération ou avec une ou plusieurs molécules, c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers parce que la complexité est tellement au-delà de ce que l'on peut voir de ces 5% de visibles qu'en fait on ne peut que observer les lois du vivant, tenter de les comprendre et de les utiliser à bon escient derrière.
mais certainement pas en voulant jouer aux apprentis sorciers. Et personnellement, je me suis intéressé à l'alimentation vivante et au jeûne de manière absolument incroyable, parce que à l'époque, donc j'ai été avec mes croyances pur produit de l'école, des conditionnements, avec une formation scientifique, et donc j'avais quelques amis qui étaient végétariens, mais je voyais vraiment pas l'intérêt. On m'aurait proposé de jeûner, j'aurais trouvé l'idée absolument grotesque. Manger que des fruits pareils. Et puis, donc j'étais même dans les croyances qu'il faut manger beaucoup pour avoir de l'énergie, que c'est viril de manger beaucoup, etc. Donc j'étais quelqu'un avec un bon appétit, puis en plus je mangeais comme deux, je prenais pas de poids. Donc tout m'allait très bien dans ces croyances-là, j'avais pas envie de bouger du tout dans ces croyances. Et je prépare America Extrema, c'était la veille, un an avant le grand voyage. Et en fait, quand je suis allé repérer pendant un été le Canada, voir à quoi ressemblaient les forêts, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas traverser ce grand pays qu'en marchant, parce qu'en fait, il y avait des lacs et des rivières partout. Il fallait que je me déplace sur les voies d'eau, sauf que je ne connaissais rien au kayak. Donc pendant un an, en fait, je suis allé dans un club de canoë-kayak près de chez moi, et j'ai appris à en faire. Et donc l'été qui a précédé America Extrema, je mets au point une petite expédition, la traversée de la Loire en kayak. Et dès les premières semaines, en fait, il y a beaucoup de soleil, il fait très beau pendant ce voyage-là. Et je prends une très grosse insolation, surtout avec la réverbération de l'eau. Plus j'avais un profil acidifié, donc j'étais bien rouge. Et je reste 2 jours dans ma tente avec une grosse fièvre sans pouvoir boire ni manger. Et c'est la première fois que ça m'arrivait de rester 2 jours sans boire ni manger. Et puis je sors de cet état de fièvre, je me remets à voyager, puis la forme revient, je me sens en pleine forme, etc. Sauf que dès que j'essaye de manger, alors là j'ai prévu les pâtes, le riz, le fromage, la viande, etc. Et j'avais toutes mes réserves qui étaient prêtes. Et là, dès que je commence de manger, au bout de quelques bouchées, j'ai plus faim et si je me force, j'ai envie de vomir. Première fois de ma vie que j'arrive à avoir autant d'énergie, à me sentir super bien, en pleine forme, plus que d'habitude, en mangeant quasiment rien. Et ça dure pendant une semaine où, à peu de choses près, j'ai jeûné de manière spontanée, sans savoir ce que c'était qu'un jeûne. Et là, je me suis dit, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé parce que avec ma formation scientifique, quand il y a des choses qui me prouvent que j'ai tort, je suis obligé de chercher quelles étaient les hypothèses de départ pour comprendre ce qui n'allait pas. Donc je me dis, visiblement, mes croyances sur l'alimentation sont fausses. Et là, la chance que j'ai, c'est un de mes amis du club de course à pied où j'étais me donne un livre, c'était « Et si on s'arrêtait de manger » de Bernard Clavière. Je dis que j'ai de la chance parce que l'auteur parle de jeûne, mais aussi d'alimentation vivante. Sinon, j'aurais pu aussi m'égarer avec un livre qui parle que de jeûne. Et donc là, quand j'ai lu Bernard qui disait qu'il mange qu'une fois par jour et que des fruits et des légumes crus, et c'est comme ça qu'il a guéri ses problèmes de santé, alors qu'il en avait beaucoup quand il était enfant, je me suis pas dit, j'imagine comme la plupart des gens qui tomberaient sur ce livre-là un peu par hasard, il a perdu la tête, ou alors c'est juste pour lui, ou alors c'est un menteur, ou je sais pas quoi. Pour moi, ça tombait sous le sens, et je me suis dit, si lui le fait, je peux le faire aussi. Et là, du jour au lendemain, je suis rentré chez moi, j'ai vidé tous les placards, le riz, les pâtes, la viande, etc. J'avais des volailles à l'époque, je tuais mes animaux moi-même pour faire la viande, canard, poule, lapin, etc. J'ai donné tout ça à la famille, aux amis, aux voisins, etc. Et je me suis mis à manger le plus possible vivant. Voilà. Et, sauf que j'y arrivais pas. J'atteignais à peu près un 80% vivant, et puis quand j'essayais de me rapprocher, j'avais des envies obsédantes de manger autre chose, et c'était une frustration pour moi parce que j'étais vraiment attiré par cette alimentation 100% vivante, qui pour moi, en fait, ce qui m'attirait là-dedans, c'était pas du tout l'éthique ou la souffrance animale, même si c'est quand même quelque chose d'important, c'était en fait simplement l'esthétique. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de tuer des animaux, on n'a plus besoin de faire cuire des choses, on n'a plus besoin de forcément mélanger des aliments, faire des repas à des heures fixes, avec un protocole repas, entrée, plat, dessert, etc. Et c'était vraiment ce côté simple, esthétique qui m'attirait, j'avais envie de le vivre à fond,
pour voir ce que ça allait faire sur mon corps, et pas moyen. Et donc là-dessus, je pars en Amérique, faire America Extrema. Pareil, je continue de manger de temps en temps autre chose. Et quand je rentre, je me dis, j'aimerais refaire un jeûne comme j'avais fait, parce que je sens que mon corps en a besoin, puis j'ai compris aussi la logique qu'il y a derrière tout ça. Je me dis, ça va me faire que du bien, après 3 décennies à manger de tout. Et puis là, j'essaye de refaire des jeûnes, sauf que ça se passe pas du tout comme la première fois où j'avais une pleine énergie, une grande clarté d'esprit, etc. Là, au bout de 2-3 jours, j'arrête parce que je me sens super mal. Un peu l'expérience que les gens font en général quand ils jeûnent. Pas de motivation, des idées plutôt dépressives, etc. Et au bout de 4 jours maximum, je craque. Et je refais ça à plein de reprises, 2-3 jours, pareil, je craque à nouveau, j'arrête, etc. Et donc là, je repense à cette intuition qui me disait de voyager sans rien. Et je me dis, en fait, ça serait bien que j'aille jeûner dans un endroit où en fait, j'ai plus de tentation possible, où il n'y a pas de nourriture. Une fois que j'ai décidé de jeûner, je ne peux pas faire autrement qu'aller jusqu'au bout. Et je me dis, ça serait bien que je retourne dans ces monts Mackenzie, puisque c'est le seul endroit que je connais sur la planète, même s'il y en a certainement d'autres, où il n'y aura aucune tentation possible, parce que là-bas, à part des bouleaux nains et puis de la végétation arctique, il n'y a rien à manger, quoi. Et puis, comme ça fait 600 km de long, une fois que je serai parti jeûner là-bas, j'aurai pas d'autre choix que d'aller jusque de l'autre côté pour arrêter le jeûne. Ce serait une bonne motivation aussi pour avancer. Et donc c'est là où l'idée de faire l'expédition qui s'appelle La Marche sans fin arrive. Elle vient en fait pas du fait que je suis un bon jeûneur et que je veux prouver devant la caméra que j'arrive à jeûner en ayant plein d'énergie. Non, elle vient de la motivation que je n'arrive pas à jeûner et que je veux me mettre dans des bonnes conditions, des conditions idéales, c'est-à-dire reconnecter à la nature pour faire ce jeûne. Voilà. Mais en fait, il te manquait un élément et tu l'as découvert après. Voilà, il me manquait un élément et je l'ai découvert juste après la marche comment sans tu l'as fin. découvert, cet élément qui manquait? Donc, je contacte un réalisateur que je connaissais un petit peu avant, c'est Damien Artero, pour lui parler de ce projet de la marche sans fin. Donc, il est emballé par l'idée, on fait le voyage sur place. Et puis, je suis en lien aussi avec sa compagne, Sarah, avec Miguel Barthéléry. Irène, pas encore, ça viendra par la suite. Des naturopathes, on précise. Voilà. Et donc, tous me disent, il faut que tu purges avant de partir. Et puis moi, à ce moment-là, ce que m'a montré mes expériences et les lectures que j'ai eues, c'est qu'en fait, on s'est trompé en voulant cuire, en voulant transformer, etc. Et qu'il faut revenir à un état naturel le plus possible et que la solution est là. Donc, je vois pas. Pour moi, c'est contre-intuitif. Ça va pas dans cette logique-là de prendre une purge qui va me faire avoir une intervention dans les processus naturels de mon corps. Donc là, je suis bloqué à cette idée. L'idéal, c'est retour à la nature, mais il faut que je prenne des produits particuliers pour intervenir dans un processus naturel. Donc pour moi, c'est pas logique du tout. Donc je veux pas trop en entendre parler, sauf qu'on est une petite équipe à fonctionner ensemble sur ce projet-là. Ils insistent tous en chœur, et puis au bout d'un moment, je me dis, si jamais je les écoute pas, je me dis peut-être qu'ils vont me laisser tomber, etc. Donc un travail d'équipe, faut aussi ménager la chèvre et le chou, quoi. Donc déjà, ils voulaient absolument que je fasse un jeûne et randonnée d'une semaine avant pour que je me prépare. Puis moi, je me disais, mais j'ai pas la motivation à faire ça, parce que si je fais le travail à moitié, pourquoi est-ce que j'arrête pour recommencer ensuite, quoi. Puis je me sentais vraiment capable de faire ces 2 ou 3 semaines de jeûne en marchant, en étant actif. J'étais hyper préparé physiquement. Donc je me faisais confiance là-dessus. Donc là-dessus, j'avais pas cédé vis-à-vis de l'équipe. Donc je me dis, si en plus j'en fais qu'à ma tête aussi pour les purges, ça va peut-être être un peu limite. Donc j'ai essayé une purge. D'ailleurs, j'en ai pas pris assez, j'avais mal dosé, etc. Donc je me suis dit, je vois toujours pas l'intérêt de leur purge. Enfin bref, je fais quand même l'expédition et j'arrive au bout de ce voyage-là. Et puis je rentre en France et là Miguel Barthéléry m'avait fait un plan de santé et donc là je sais pas ce qui s'était passé entre temps. Les purges me faisaient un petit peu moins peur, le fait d'en avoir déjà essayé une, vu que c'était pas si terrible que ça.
Et puis Miguel m'avait parlé de la logique avec les acides, les cols, nettoyer la lymphe, etc. Donc j'étais plus ou moins convaincu, séduit par l'aspect théorique des explications. Et puis je voyais bien que en fait, ça faisait 4 ans que j'essayais de manger vivant et que j'y arrivais pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, 80%, j'étais bloqué, des craquages, etc. Puis Miguel me dit « Ah oui, c'est normal, il faut purger pour nettoyer la lymphe pour que tu n'aies plus envie de manger tout ça. » Et donc je suis séduit. La première fois que je prends du ricin, j'ai un petit peu peur. Je me dis « J'espère que je ne fais pas une connerie. » Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de prendre du ricin. Pareil, donc j'en fais partie, voilà. Et ça ne m'a pas empêché de faire des expéditions et de risquer ma vie à maintes reprises. Et j'ai pourtant eu peur la première fois que j'ai pris du ricin. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que dès la première purge, enfin c'était pas vraiment de la chance parce que j'avais préparé le terrain un maximum, j'étais bien vitalisé et tout. En fait, ça se passe très bien. Enfin très bien. Il y a un moment où je jeûne et ça me travaille dans le ventre. Là, je me sens pas bien. Je vais aux toilettes. Première vidange avec des glaires qui sortent. Et là, en une fraction de seconde, pof, tout d'un coup, je me sens super bien. Ouais. Là, je fais « Ah oui, là, je crois que je viens de comprendre quelque chose. » Effectivement, là, c'est plus juste une notion théorique, quelque chose qui serait séduisant intellectuellement. Là, il y a vraiment une vérité derrière. Donc, à partir de cette expérience-là, j'avais le plan de santé de Miguel à portée de main. Et donc, je l'ai fait à fond. Tu l'as suivi à la lettre, quoi. Je l'ai suivi à la lettre. Les hydrolats, les tisanes, les huiles essentielles, les purges, nettoyage du foie, etc., etc. Et là, ma vie, en l'espace, ça fait 3 ans et demi maintenant que je fais des purges très régulièrement, dès que j'en ressens le besoin, en gros, je suis un plan de santé depuis 3 ans et demi, même si maintenant je l'ai fait moi-même. Eh bien, ma vie s'est complètement transformée. Déjà, tous mes problèmes de santé qui avaient déjà commencé de s'amenuiser avec le 80% cru, là, tout d'un coup, ils sont complètement passés aux oubliettes. Alors j'étais quand même myope, hein, dans mes expéditions, je portais des lunettes auparavant. J'avais les allergies, poils de chat, pollen, des problèmes de peau, des kystes, une sciatique aussi, qui s'est résolue aussi avec la course pieds nus, pas que avec l'alimentation, mais comme c'est arrivé quasiment la même année, c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui a été le plus efficace là-dedans, mais en tout cas les deux ont fait une synergie optimale pour ça. Et donc ma vie s'est aussi transformée donc, au niveau physique par rapport à ma santé, par rapport à mon niveau d'énergie, par rapport à mon bien-être et puis surtout au niveau psychologique, au niveau de mon tempérament. J'étais quelqu'un qui était relativement renfermé. On voit dans mes premières expéditions, je ne parle pas beaucoup. À l'époque, quand j'étais étudiant, etc., faire une présentation devant les autres étudiants, moi c'était un stress, pour moi c'était un blocage incroyable, quoi. Et puis progressivement, je me suis mis à communiquer beaucoup plus facilement, même si mon tempérament plutôt introverti est toujours là, mais littéralement je me suis complètement transformé et cette transformation se poursuit, c'est-à-dire que on pourrait très bien prendre un chemin spirituel ou un chemin de développement personnel qui nous fait prendre conscience de nos blessures, de nos conditionnements, de nos peurs, et puis d'aller travailler là-dessus, avec la méditation par exemple, en faisant des ateliers, en faisant des stages. J'en ai fait aussi, donc je sais à quel point ça fonctionne bien. Simplement, quand en plus on fait un nettoyage du corps avec l'alimentation vivante, les purges, et bien en fait ce processus est littéralement accéléré. Tout simplement parce que quand on a un excès d'acidité dans son corps, on va vivre des états facilement de stress, de colère, de nervosité. Et quand on a beaucoup de colle dans le corps, on va vivre facilement des états de peur, d'angoisse, d'anxiété, etc., etc. Alors c'est pas pour ça que quand on mange vivant, qu'on purge, etc., on va plus avoir d'émotions, hein, on reste humain. Donc les peurs, les colères, elles sont là. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, on les refoule plus comme avant et on a aussi des périodes pas forcément faciles à vivre où on va vivre pleinement ses émotions. Et ça ne sera pas toujours facile pour soi et pour l'entourage aussi, parce que il faut apprendre à les accepter et on n'est plus là à les refouler ou à les anesthésier avec du QI ou avec des excitants, des drogues ou je ne sais pas quoi. Donc on vit pleinement ses émotions, mais d'un autre côté on a beaucoup plus conscience de ses blessures, de sa façon de fonctionner, on devient littéralement plus conscient de tout en général.
Et donc en fait, l'aspect développement et spiritualité est littéralement boosté. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à la radiesthésie, aux soins magnétiques. Il y a, je sais pas, il y a 5 ou 6 ans, on m'aurait parlé de ça, ça m'aurait fait rire, quoi. Ou alors j'aurais rien dit, mais j'en aurais pas moins pensé. Et puis je me souviens, un jour, on était avec des amis près de chez moi, sur une petite montagne qui s'appelle le Saint-Cyr, et on faisait des respirations Wim Hof, non, des respirations holotropiques, mais c'est assez proche des respirations Wim Hof. Et donc chacun était dans sa bulle, et puis moi ça me faisait rien ce jour-là, je sentais que j'étais super bien, mais d'habitude je pars dans des états d'extase ou avec des visions ou autres, et là je reste moi-même, etc. Donc je me lève, je regarde les autres autour de moi, et là une intuition qui me vient qu'en fait j'ai un soin magnétique à leur faire. Donc je passe vers chacun et je leur fais un soin magnétique, mes mains sont guidées alors que j'ai jamais vu faire, et c'est comme ça que je considère que l'alimentation vivante et les purges m'ont amené à réveiller cette sensibilité, ce magnétisme qu'on a tous, qui était complètement endormi par trop d'acide, trop de colle, et surtout par mes conditionnements, mes croyances, parce qu'il y a aussi des gens qui mangent de manière complètement traditionnelle et qui ont développé leur magnétisme. Voilà. Donc voilà, pour moi, l'alimentation vivante, les pratiques hygiénistes, les purges, c'est... Au départ, on peut s'y engager parce qu'on a des problèmes de santé pour retrouver la santé. Sauf qu'au bout d'un certain temps, quand on a retrouvé cette santé, si on continue, c'est certainement pas parce qu'on a peur de retomber malade ou parce qu'on est un maniaque de la discipline ou de je sais pas quoi, et puis etc. Même si ça n'empêche pas qu'il y ait tout ça au début qui se mélange un petit peu. Moi personnellement, le fait d'être discipliné et d'avoir un côté perfectionniste, même si le côté perfectionniste ça peut bien empoisonner l'existence, ça m'a aidé aussi à être très discipliné sur mes purges et rigoureux, puis à avoir les résultats très rapidement par rapport à ça. Alors après le côté perfectionniste, etc., il m'a fallu apprendre à le lâcher aussi parce que sinon il y avait aussi une forte limitation. Et donc après, si on continue à faire tout ça, c'est simplement parce que c'est un plaisir. Un mode de vie, on voit la vie avec un autre regard au niveau du ressenti, la connexion à soi, aux autres, à la nature. Et puis souvent, il y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est les gens qui vont vous dire « Ah mais vous privez des bonnes choses ». Alors déjà, les bonnes choses, je les connais puisque je les ai déjà goûtées, donc c'est pas par ignorance que je n'y retourne pas. Premièrement, et ensuite, une fois qu'on a commencé de bien nettoyer son corps et que le microbiote est à nouveau sain, en fait, quand on mange quelque chose dont on a besoin, déjà le corps il dit merci, parce que quand on aime quelque chose de végétal et vivant, c'est pas parce qu'on a une étiquette Florian, il est comme ceci, comme cela. Non. Si on aime quelque chose de végétal et vivant, c'est que le corps il en a besoin, et dans sa grande intelligence, il nous fait aimer pour qu'on aille vers cet aliment. Donc quand on mange un fruit dont on a besoin, donc déjà le corps dit merci, et en plus quand le microbiote fonctionne bien, il produit de la sérotonine, ce qui fait qu'on se sent super bien. Et moi aujourd'hui, quand je mange des fruits, surtout si en plus j'ai fait le jeûne intermittent avant que j'ai un petit peu faim, j'hésite pas à dire que c'est presque des états d'orgasme. Voilà, je prends un plaisir indicible à manger des fruits et jamais je me suis fait plaisir comme ça avec une pizza, avec un kebab, avec un gratin dauphino ou autre chose, alors que je sais très bien le goût que ça a, quoi. Si on veut vraiment se faire plaisir, l'alimentation vivante, c'est l'alimentation des épicuriens. Bien sûr, ça demande de passer un certain nombre d'étapes, notamment avec son entourage, puisqu'il va falloir communiquer avec son entourage pour leur expliquer ce qu'on fait. Ils ne vont pas manquer d'avoir peur, d'être critiques, de montrer des objections. Nous, de notre côté, on ne va pas manquer de vouloir avoir raison, de vouloir convaincre. Donc il y a plein de pièges comme ça quand on arrive, qui font que les premières années, les raisons d'abandonner ne manquent pas. Les raisons aussi on va avoir aussi des raisons de ne plus côtoyer certaines personnes. Et là, on fait une sorte, moi, ce que j'appelle une purge de ces relations, pour notre plus grand bien, parce qu'on se rend compte, en fait, il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'on mange différemment, alors qu'on est quand même libre de manger ce qu'on veut. Il y a des personnes qui, si jamais on ne partage pas de l'alcool ou de la grosse bouffe, vont même pas trouver l'intérêt de se réunir. Exactement. Donc là, on se dit, on va se faire rejeter. Donc là, on se dit, si c'est ça qui nous relie, je vois pas trop l'intérêt de nourrir ce genre de relation.
Et donc en fait, on va dans un premier temps, le plus souvent, avoir moins de relations sociales, une sorte de test aussi, est-ce qu'on est prêt à vraiment modifier notre manière de fonctionner? Parce que pour adopter du nouveau, il faut faire de la place. C'est la notion de sacrifice qui n'est pas aller forcément tuer un taureau sur l'autel ou une chèvre, mais au sens latin de faire de la place pour accueillir du nouveau. Voilà. Et en fait, avec l'alimentation vivante, l'hygiénisme, etc., souvent les personnes se disent en fait, il faut que je fasse une sorte de choix entre la vie sociale, le plaisir et ma santé. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que tous les sacrifices apparents que l'on va faire pour sa santé, à travers l'alimentation vivante, l'hygiénisme, eh bien en fait, on va être récompensé au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer par rapport à ce qu'on a investi comme sacrifice. Voilà. Mais au départ, oui, l'univers en gros nous teste. Est-ce que tu veux vraiment penser et vivre autre chose? Si c'est le cas, il va y avoir un processus plus ou moins chimique de purification, de nettoyage, qui va passer par des crises, des hauts, des bas. Sauf que globalement, avec le recul, on se rend compte que les bas sont de moins en moins bas et de plus en plus rares, et les hauts de plus en plus longs et fréquents. Voilà. Et comme je vis à fond mes croyances sur la pleine santé, et que j'ai aucun problème à sacrifier des choses pour moi qui ne sont plus du tout des sacrifices maintenant, eh bien en fait, je suis amené à avoir une vie sociale, relationnelle qui n'a jamais été aussi riche que maintenant. Beaucoup plus riche que quand je mangeais de tout, alors que je ne me sentais pas à ma place, que je ne me sentais pas forcément accepté, différent, etc. Et donc au quotidien, maintenant, comme je côtoie que des personnes qui soit mangent vivant, soit sont intéressées, sont sur le chemin, dans mes échanges par mail, par téléphone, par les réseaux sociaux, dans mes rencontres avec les stages où je croise plusieurs centaines de personnes par an, eh bien, je suis que au contact de gens qui le passent, le masque, etc. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et moi, dans ma réalité au quotidien, tout ça, ça existe quasiment pas. Pour parler des purges maintenant, c'est quelque chose de très, très important parce que moi j'appelle ça la clé de voûte de l'alimentation vivante, parce que sans elle, en fait, on ne peut pas manger 100% vivant, à moins d'être né dedans. Mais si on n'est pas né dedans et qu'au cours de 10, 15, 30 ou même plus d'années, on a accumulé des poisons, des acides, des cols ou d'autres formes de poisons, eh bien, dès qu'on va essayer de manger de la manière la plus physiologique possible, on redonne de l'énergie au corps. Le corps essaye de faire sortir ces poisons, qui vont se charger dans la lymphe circulante. Alors la lymphe circulante, c'est un petit peu le tout à l'égout du corps. Elle relie les liquides interstitiels là où baignent les cellules, et elles vont apporter les déchets jusqu'aux portes de sortie, les émonctoires principaux, les reins, les intestins, éventuellement les poumons, la peau, le foie, etc. Et donc quand on se met à bien manger, même si on mange pendant une certaine période 100% vivant, et bien en fait ça va remettre tellement en circulation de poison jusqu'aux émonctoires qu'en fait on va vivre des symptômes d'un sevrage, comme un drogué en manque. Voilà. Alors quand on vit ces symptômes de sevrage, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Premier cas de figure le plus fréquent, c'est qu'en fait, on va avoir envie de ces poisons-là. Donc on va avoir des envies obsédantes et souvent les personnes vont dire « Oh, de temps en temps, moi j'aime bien quand je suis invité, etc. etc. » Je ne sais pas si elles s'en rendent compte, si elles sont lucides par rapport à ça, ces personnes-là. En tout cas, c'est surtout parce que ça répond à un grand besoin, voilà, lié à un sevrage. Alors que si jamais, moi par exemple chez moi, je voulais manger 100% vivant avec de la discipline, et ça j'en ai, de la rigueur aussi, la meilleure volonté du monde, je n'arrivais pas à manger 100% vivant, ce n'était pas possible. Parce qu'il te manquait un élément. Voilà, parce que quand ça se charge, etc., la lymphe elle passe dans le cerveau, il y a le microbiote aussi qui est habitué à manger certaines choses. Et il y a tous les signaux qui sont là pour nous guider vers des choses qui nous empoisonnent. On a beau savoir que c'est pas bon, on est attiré. Et là, quand on prend une purge, alors une purge, c'est pas juste vider les intestins, ça c'est pas la définition d'une purge. Une purge, c'est un produit végétal ou minéral qui va aller nettoyer la lymphe. Ça peut être aussi un produit animal avec le combo, on en parlera tout à l'heure. Donc ça va aller nettoyer la lymphe des acides, des cols, des autres poisons. Et donc comme la lymphe va être nettoyée, eh bien, les symptômes de sevrage, tout d'un coup, juste après la purge, disparaissent ou s'estompent grandement. Voilà. Et donc juste après une purge, on se rend compte qu'en fait on n'avait plus envie des produits animaux ou du cuit qui nous faisait rêver juste avant. Voilà. Donc
ça se passe pour la plupart des personnes. Et puis quand c'est le début de la transition, que la personne n'est pas forcément assez vitalisée, qu'elle n'a pas resté suffisamment de temps aux 80% vivant, qu'on va dire qui est le premier palier, eh bien les purges peuvent être fatiguées, éprouvantes, voire être désagréables, dans certains cas même déconseillées, hein, pour les personnes qui ont plus assez de vitalité, surmédicalisées, etc. On ne va pas s'amuser à lancer des crises de détox comme ça. Et puis pour certaines personnes, ça va entraîner des petits désordres, rien de grave en soi, mais elles vont se dire mais pourquoi on en fait tout un plat de ces purges, moi derrière ça m'a détraqué le transit, je me sens pas bien, etc. On m'a vendu un truc et puis en fait je suis pas content. Voilà. C'est tout simplement qu'il faut que le corps soit prêt déjà, suffisamment revitalisé et que la personne ait surtout compris ce qui se passe. Souvent la personne n'a pas vraiment compris quel processus elle est en train de mettre en route avec la purge, et ce qui fait qu'elle va mal vivre ce qui se passe un petit peu comme une violence. Voilà. C'est souvent le terme qu'on lit sur les réseaux sociaux pour dire qu'il ne faut pas purger. « Ah non, moi j'ai envie d'être doux avec mon corps, c'est trop violent. » Voilà. Pour moi, ce qui est violent, c'est de conserver des choses qui sont dans le corps, qui veulent sortir et qui n'arrivent pas à sortir. Et si elles n'arrivent pas à sortir, parce que le système immunitaire, globalement, il est très performant, l'humain est très robuste, et si jamais il n'arrive pas à faire son travail tout seul, c'est principalement à cause de ce qu'on appelle en naturopathie des cols. Tous les résidus d'aliments cuits, parce que dès qu'on fait chauffer quelque chose, ce qui est d'autant plus vrai que c'est chauffé à haute température, eh bien, il y a des réactions chimiques qui se font entre les sucres, les protéines. S'il y a de l'amidon dedans, la chaîne d'amidon se transforme et devient gluante. L'industrie utilise l'amidon et la caséine du lait pour faire des cols industriels. Donc quand on parle de colle, ce n'est pas juste une image, c'est de la vraie colle. Et donc ces cols-là, elles se fixent partout dans le corps, dans le cerveau. Ça modifie, ça empêche aussi la plasticité cérébrale d'être bien opérante, ce qui fait que quand on a beaucoup de colle, on n'arrive pas à changer nos schémas, nos habitudes, on est sclérosé dans des habitudes, ce qui n'aide pas à changer d'alimentation. Ça se fixe aussi sur les organes de filtration, là c'est beaucoup plus dramatique, les reins, le foie, les intestins, etc. Et quand ça se fixe là-dessus, eh bien le corps, il n'arrive plus à se nettoyer. Un petit peu comme si vous essayiez de faire la vaisselle dans un évier qui est bouché. Donc vous avez beau faire des pratiques hygiénistes et vous diriger vers le plus possible de vivant, ça coince. Il y a de très très rares exceptions avec des personnes qui vont avoir une activité physique énorme et une très grande vitalité, qui vont pouvoir se passer des purges ou quasiment, mais ça va être vraiment des personnes exceptionnelles, il y en aura très peu. Dans la majorité des cas, eh bien, si on ne purge pas, eh bien, on continue de manger un petit pourcentage, 20% de cuits ou de produits animaux. Et là, les personnes, elles vont se dire, je fais 80% cru, c'est déjà pas mal, pourquoi à tout prix aller au 100%, vous êtes un peu monomaniaque, un peu rigoriste, ou vous avez un problème avec le contrôle ou je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, quand on est au 80% vivant, eh bien, très vite, au bout d'un certain temps, on arrive dans ce qu'on appelle un état d'équilibre. C'est-à-dire que notre état de santé se maintient, il n'y a plus trop grand-chose qui sort au niveau des poisons, mais on n'en met plus trop non plus, donc grosso modo, on maintient. Donc ça peut convenir à certaines personnes, parce que quand elles sont invitées, elles continuent de manger cuit, et puis le fait de ne pas mettre en place un processus de régénération et de détoxication profonde, ça a des avantages aussi, parce que c'est un processus impliquant qui nécessite, qui va tout bouleverser dans nos vies en fait. Et donc ça permet aussi au niveau familial, sociétal, au niveau de son boulot, etc., qu'il n'y ait pas trop de choses qui bougent, et ça peut être très confortable pendant un certain temps. Et puis des fois, dans certains cas, il y a des maladies importantes qui vont arriver, et puis la personne n'aura plus le choix, soit elle passe au 100% vivant, soit elle prend des médicaments. Et donc à ce moment-là, il y a des personnes qui n'auront plus le choix. Enfin si, elles auront le choix, mais en tout cas, pas de rester au 80% vivant. Mais ce qui se passe quand on passe au 100% vivant, donc on va utiliser les purges qui vont aller nettoyer ces organes de filtration, qui vont aider le corps à faire sortir ces cols qui bouchent les organes. Et là, progressivement, couche après couche, année après année, donc c'est pas au bout de quelques purges, quelques dizaines, mais quelques centaines de purges, on va enlever progressivement tous ces déchets qui se sont accumulés au fond de nous. Et là, on va véritablement se transformer sur tous les plans. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Voilà. On va vraiment devenir une autre personne, et c'est là où il faut être prêt. Parce que si on a un boulot dans une entreprise qui n'a aucun sens, avec une vie familiale
où on se gueule dessus du matin au soir, etc., etc., bah évidemment que si on se met à manger 100% vivant dans ces conditions-là, on va quitter son boulot, on va quitter son compagnon ou sa compagne. Dans la famille, on va régler ses comptes avec les parents, l'oncle, la tante ou la grand-mère qui se permet de dire des choses qu'elle ne devrait pas dire. On va devoir s'affirmer parce que on est libre de décider ce qu'on mange et il n'y a personne qui peut nous dire ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. On va devoir vivre ses convictions, avoir des peurs sur les carences et dépasser ces peurs-là. Donc en fait, c'est une révolution complète dans une vie. Et c'est pour ça que ça apporte autant de bénéfices et c'est pour ça qu'on insiste, en tout cas pour certains, autant sur les purges. Parce que manger 80% vivant, faire quelques pratiques hygiénistes, c'est très bien. C'est un très bon début, on passe tous par là, mais ça peut être aussi vécu comme un antidote pour continuer de vivre comme avant. Et c'est pour ça que moi je ne critique pas du tout cette démarche-là, parce que c'est un premier pas, mais simplement il faut être lucide quant au fait que ça ne va pas être viable éternellement, surtout dans une période actuellement où on est, où à l'horizon, j'estime 15 ans, tout sera complètement différent dans 15 ans, 15-20 ans. Et donc, c'est important de se dire, bon ok, si je veux rester aux 80% vivant, pas envie de purger, juste faire mes petits bains froids, mes respirations de temps en temps, et ça va me contenter, ok, mais il faut avoir à l'esprit que ça ne sera pas viable éternellement. Et qu'il y a un moment où il va falloir passer à l'étape supérieure, surtout qu'au niveau énergétique en ce moment, il y a des grands mouvements d'énergie qui se passent sur la planète, qui font que les demi-mesures, la tiédeur, ça passe de moins en moins. On est amené à choisir son camp. Et les purges, c'est l'outil, la clé de voûte qui permet de passer au 100% vivant et de vivre cette régénération-là. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle expérience que j'ai pu faire, mais il faut bien comprendre que c'est un processus alchimique. Donc on va provoquer principalement des diarrhées, des nettoyages de la lymphe, qui vont avoir une action donc, sur tous les plans de l'être et qui font que des fois ça va se passer comme une lettre à la poste, puis des fois ça va mal se passer, des fois c'est rapide, des fois c'est lent. Et donc là il y a le mental qui panique complet parce que lui il ne comprend rien de ce qui se passe et il va juste falloir l'accepter. Et nous, quand on donne des consultations avec des personnes qui sont accompagnées là-dedans, parce qu'on ne peut pas faire ça seul, on ne nous a jamais pris à ça à l'école, c'est à rebours complet de toutes nos croyances sur la santé, etc., etc. Donc on a besoin de se faire accompagner pour ça. Si on ne le fait pas, on va faire n'importe quoi et ça ne tiendra pas. Voilà. Donc ça, c'est hyper important d'être accompagné. Et après, quand on accompagne les gens, notre travail, ça va être juste de rassurer les gens, qu'ils acceptent et puis qu'ils utilisent certaines techniques complémentaires comme le bain dérivatif, les respirations conscientes, le cupping, etc. Il y a plein de techniques qui permettent de faire en sorte que ça se passe le plus en douceur possible, vitaliser avant, s'assurer que la personne c'est bien indiqué pour elle, et sans cesse répéter que en fait les maladies, les diarrhées, les fièvres, etc., c'est pas le problème dans le corps, mais la solution que le corps a trouvée. Et ça, on a beau le dire, même dans le milieu où je me trouve actuellement avec des personnes qui sont sur ce chemin-là de changer leurs croyances, souvent, et ça me surprend beaucoup, encore actuellement, les personnes qui ont un plan de santé et elles m'appellent, elles me disent « Oh, j'ai le Covid, qu'est-ce que je fais ?» Donc déjà, on n'a pas peur parce que le virus ou la bactérie, peu importe, qui rend malade, il est là pour aider le système immunitaire et non pas pour l'embêter. Il aide le système immunitaire à faire son travail. Et donc l'idée, le réflexe, c'est on jeûne, on purge. Et puis une fois qu'on a nettoyé la lymphe, qu'on a nettoyé les poubelles, comme dit Irène, eh bien les virus ou les bactéries n'ont plus de raison d'être et donc ils reviennent à leur place. C'est comme le staphylocoque doré, on en a en permanence à l'intérieur du corps, on en a à la surface de la peau. Si on devait l'éradiquer, on ne pourrait pas, ou alors on s'éradiquerait nous-mêmes, il fait partie de nous. C'est simplement le fait que quand il y a trop de déchets à l'intérieur, il se réveille, il se multiplie et puis il fait un nettoyage du corps. Voilà. Et il aide le système immunitaire à faire son travail. Et donc c'est là où c'est le gros saut quantique, le gros saut de falaise à faire pour vraiment faire cette transition de manière accomplie jusqu'au bout, cette transition alimentaire, c'est de dire non, quand je suis malade, c'est pas parce que
J'aurais dû écouter les gens qui me disaient que c'était pas bon de manger 100% vivant. Regarde, maintenant je suis malade, etc. Non, non, c'est le processus naturel et il faut l'accueillir. Et puis même si ça fait 2 ou 3 ans que je purge et que je mange 100% vivant et que je fais encore une crise d'élimination, une fièvre ou quoi que ce soit, c'est normal. Et je jeûne, je purge et tout va rentrer dans l'ordre. Et lâcher prise par rapport à ça, ça demande vraiment de s'être rassuré, d'avoir compris intellectuellement, d'avoir fait des stages, d'être accompagné, parce que ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et ça, c'est décisif, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est-à-dire que la personne, elle est malade, elle prend une purge, alors qu'elle n'a pas envie, parce qu'on lui dit je suis malade, et en plus, il faut que je jeûne et que je purge. Là, ça fait beaucoup. Vous m'en demandez beaucoup. Donc, le plus souvent, les premières fois, les personnes ne le font pas, parce qu'elles n'ont pas envie de se rajouter ça par-dessus. Puis au bout d'un certain temps, on les a rabâchées, etc., etc. Elles se disent, bon, je vais peut-être essayer. Elles essayent, pof, le lendemain, soit c'est arrêté, soit elle va nettement mieux. Et elle se dit, ah oui, quand même. Et comme tu disais aussi, ça suffira pas. Il faudra en remettre des couches parce que le mental va se dire, ça se trouve, c'était le hasard. Donc le mental, lui, il est très fort pour inventer des trucs. Donc le mental, même si vous purgez, qu'il n'y a plus rien derrière, il va vous dire, non, mais ça, c'était le hasard. Voilà. Une coïncidence. Et donc, il va falloir répéter l'expérience, répéter. Et c'est là où systématiquement, les gens, quand je les sens douter, c'est sain qui doutent, c'est normal, je les ramène à cette phrase que j'aime beaucoup des évangiles, qui est c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Voilà. Et donc, en fait, tout ce qu'on dit, tout ce que je dis, tout ce que Irène, Miguel disent sur le sujet, qui en parle très bien, vous trouverez quelqu'un sur YouTube ou ailleurs qui va vous dire exactement le contraire. Voilà. La différence, c'est qu'est-ce qui concrètement se passe dans les faits. Voilà. Donc, vous le faites sur vous. Est-ce que, grosso modo, après plusieurs mois ou années de pratique, je vais mieux avec l'alimentation vivante ou les purges, ou est-ce que je vais moins bien? Et ce qui est très beau aussi, moi je trouve, même pour quiconque, leur permet de faire un saut quantique par rapport à ça très rapidement, c'est de voir des enfants qui mangent 100% vivant depuis le début. Là, on n'a plus besoin, on ne demande plus les articles scientifiques, on ne demande plus les preuves, et on est juste, tout est dit. Ils sont tellement différents, plus beaux, intelligents, connectés, éveillés, c'est heureux. On ne peut pas dire et les protéines et la B. Non, voilà. Mais les protéines, on les a ailleurs, on en a partout dans le cru. Les protéines, elles sont partout. Bien sûr. Alors, moi, j'aime bien prendre cet exemple du lait maternel. Il y a 1% de protéines dans le lait maternel à une période où l'enfant, où l'individu est en pleine croissance. Voilà. Où il a le plus besoin d'une alimentation de qualité et pour se développer. Donc si au moment où on en a le plus besoin, eh bien, il y a 1% de protéines, autant que dans un jus de carotte, même si ce n'est pas les mêmes protéines, c'est quand même la même proportion. Que dire des 15% de protéines recommandées par les instances officielles, voilà. Alors que l'enquête Campbell a montré qu'au-delà de 10%, eh bien, c'est là où on augmentait de manière énorme le risque de développer un cancer. Donc en fait, on a très peu besoin de protéines et le peu qu'on a besoin, on va le trouver dans les légumes, les fruits, sans avoir à les rechercher. Et même les oléagineux, il y a Mimi et Jackie par exemple, qui eux mangent quasiment pas d'oléagineux. Depuis que je suis passé chez Mimi et Jackie, que je les ai vus manger quasiment pas d'oléagineux, et puis aussi grâce à toutes les purges, maintenant je mange, je dirais, maximum un avocat par jour en gras. C'est le seul gras que je consomme en faisant des bains froids quasiment tous les jours avec de l'activité physique, etc., etc. Donc le gras, plus on se nettoie, moins on en a besoin. Donc les protéines, c'est absolument pas un problème. Et le dernier obstacle intellectuel qui reste à franchir, c'est la B12. Et la B12, j'ai écrit récemment un article sur le sujet. C'est-à-dire que personnellement, d'après la médecine, je suis en carence de B12. Alors la B12, c'est une vitamine qui est absolument indispensable dans le fonctionnement du corps. Donc si jamais j'étais vraiment en carence, que j'en ai pas assez, je devrais m'en rendre compte, c'est la moindre des choses. Et visiblement, avec les 3 dernières premières mondiales que j'ai faites, je me porte pas trop mal. Donc voilà, je fais aussi mes petites crises d'élimination. J'ai mes moments aussi où ça va plus ou moins bien. Mais globalement, voilà, les premières mondiales, c'est là, je les fais justement pas pour me regarder le nombril, mais simplement pour attirer l'attention sur des choses que la société n'a encore pas trop envie de regarder. Donc la B12, mon taux est à 111, je ne sais plus quelle est l'unité, voilà, en tout cas c'est écrit 111, et normalement au minimum c'est 141 je crois. Et donc souvent on entend sur les forums, sur internet, etc. que les gens qui sont végétaliens ponctionnent dans
dans leur réserve de B12 qui est dans le foie ou je ne sais pas où, et qu'au bout d'un certain temps, ils seront forcément en carence. J'ai fait une prise de sang en 2018 et une autre en 2020. Mon taux, incroyable. Je pense que l'univers m'attendait pour que j'affiche publiquement ces taux de B12 parce qu'ils sont strictement égaux sur les 2 prises de sang à 2 ans d'intervalle, 111. Voilà. Alors que j'étais strictement végétalien sur cette période-là. Donc ça prouve d'une part que déjà, je n'ai pas épuisé mon stock, preuve irréfutable, et d'autre part que, même quand on est en dessous du seuil officiellement limite, donc la B12, le corps, quand le microbiote est sain, fabrique ce dont il a besoin, et donc évidemment, si on est suralimenté en B12 avec une hyperconsommation de produits animaux, évidemment que si on regarde le taux de B12 dans le sang, il peut que être plus élevé que la normale. Et donc en fait, c'est simplement que cette fourchette basse officielle est surévaluée, premièrement. Et deuxièmement, en fait, les personnes, quand elles sont mal renseignées, c'est normal au début, c'est tellement le monde à l'envers qu'on nous présente, qu'on se met à l'alimentation vivante, on vit nos premières détox sans forcément le savoir, ça se passe plus ou moins bien. On fait une prise de sang, pof, la B12 est en dessous de la fourchette basse, donc évidemment, les médecins, oui, vous mangez pas de viande, évidemment. Et donc là, la personne va croire qu'elle se sent mal à cause de la B12, et ça, j'en connais plein. Il y a 35 000 tonnes par an dans le monde qui sont produits pour supplémenter les animaux d'élevage, qui représentent 80% des produits animaux qui sont vendus dans le commerce. Voilà. Donc les gens, d'ailleurs, les personnes qui sont le plus souvent sujets aux carences en B12, ce sont des gens qui mangent de tout. Voilà. Et en plus, les compléments alimentaires en B12, il y a 4 types de B12 qui existent, et dans les compléments alimentaires, dans les suppléments, je ne sais pas comment on les appelle, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une seule sorte. Voilà. Et puis moi, souvent, quand j'entends ça, j'ai envie de répondre, moi je suis venu à l'alimentation vivante par esthétique. Si jamais il fallait se supplémenter, moi, je serais le premier à manger de la viande. Et la logique qui échappe souvent aux gens dans l'alimentation vivante, parce que volontairement on ne met pas une étiquette comme vegan, et c'est très bien, ça évite de faire des catégories de gens. Et la logique, ça ne va pas être de manger forcément tout ce qui est vivant. Il y a des gens qui vont me dire l'alcool c'est vivant, c'est une fermentation, etc. Ça, je l'ai entendu plein de fois. J'ai envie de leur répondre, un arbre c'est vivant, c'est pas pour ça que je vais aller le manger. C'est clair. Donc oui, on mange que des choses qui sont vivantes, mais aussi des choses qui sont vivantes et qui sont bonnes pour nous, qui sont faites pour nous. Voilà. Donc ça passe par le ressenti, bien évidemment. Si je bois de l'alcool et que derrière je me sens mal, mon corps me dit que c'était pas fait pour moi, tout simplement. Voilà. Donc on ne va pas manger des choses qui sont vivantes, dont le ressenti n'est pas optimal derrière. Donc la logique de l'alimentation vivante, c'est pas des règles à suivre ou à ne pas suivre, c'est pas j'ai le droit de manger ça ou j'ai pas le droit de manger ça, c'est manger ce qui est bon pour soi. Après, ça reste à définir, et ça passe par des expérimentations, des lectures aussi pour comprendre ce qui se passe, etc. Quand j'étais donc pendant America Extrema, on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu cette intuition que je pouvais voyager sans rien. Et en fait, voyager sans rien, quand j'ai découvert le jeûne, que je pouvais, pendant la marche sans fin, avoir plein d'énergie pendant 2 semaines, traverser des rivières glaciales, marcher 10 à 12 heures par jour sans manger, avec l'exposition au froid, quand on voit Wim Hof, moi j'ai pas ces capacités, mais en tout cas quand on le regarde, on voit qu'il peut rester plusieurs heures sans avoir froid dans des conditions glaciales. Au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, même si on n'a plus rien, on peut faire des expéditions, tout simplement parce que le corps il a les ressources à l'intérieur de lui pour faire face au manque de nourriture, à l'absence de chaleur ou à l'excès de chaleur, etc. Et qu'en fait, quand on utilise à nouveau son corps avec le bon mode d'emploi, on n'a plus besoin de toute cette technologie qui était en fait une sorte de prothèse pour arriver à faire des choses qu'on n'arrivait plus à faire naturellement. Et je me suis dit, en fait, la plus belle expérience que je pourrais faire et le meilleur moyen de vivre à fond mes convictions, ça serait de partir avec rien et de faire un truc physiquement assez important. Voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même pas partir dans un milieu polaire. Il faut aussi remettre les choses à leur place et y aller progressivement, parce que quand des personnes ont déjà fait des choses avant vous, ça aide à aller plus loin. Voilà. Mais là, je l'ai posé à un jalon où, à part les apôtres qui étaient partis en voyageant sans rien, il n'y avait personne d'autre. Et puis on a quelques écrits, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. À la limite, on pourrait même douter que ça s'est vraiment passé éventuellement. Donc je considère que je n'ai pas vraiment de modèle ou de référence. J'avais personne. Avant, je lisais Mike Horn, je lisais Nicolas Vanier, Jean-Louis Etienne, etc.
Là, pour préparer cette traversée de l'Europe sans rien, j'ai lu les évangiles, et puis c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près le seul support que j'avais pour m'aider. Je me suis dit que ça allait être un formidable laboratoire pour vivre à fond ces convictions, mais j'allais les faire dans un contexte qui me paraît accessible, voilà, pas extrême dans un premier temps. Voilà. Peut-être que ça serait possible de, je sais pas, comme l'a fait Wim Hof, il est sur le chemin, de gravir l'Everest et de redescendre en short sans rien. Bon, il n'a pas réussi, mais il n'était pas très loin, donc peut-être que ça c'est encore un truc derrière. En tout cas, là, je me suis réservé une expédition en milieu urbain avec des êtres humains pour m'apporter de la nourriture, et puis à une époque de l'année où il fait relativement bon pour pas avoir à trop lutter contre le froid. Je ne l'aurais pas fait dans d'autres circonstances plus difficiles. Je trouvais que c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Voilà. Donc l'idée c'était de partir avec rien, pas de chaussures, pas d'argent, pas d'équipement, pas de papier, et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Que tu trouvais sur le parcours et chez les gens. Que je trouvais ou qu'on m'offrait, voilà, ouais, les deux. Ça. Et donc, l'accueil a été bon. Alors l'accueil a été bon. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que quand je faisais des voyages assez classiques, c'est-à-dire VTT, tente, etc., je suis allé en Europe de l'Est, super accueil par rapport aux Français qui étaient, on a plutôt l'impression de les embêter ou quoi que ce soit. L'accueil formidable en Europe de l'Est. Et là, avec un projet comme ceci où je pars sans rien, eh bien, les Français, les Suisses, les Allemands, les Autrichiens étaient beaucoup plus réceptifs que les habitants de l'Europe de l'Est. Parce que en Europe de l'Ouest occidentale, eh bien, on commence de se rendre compte que nos modèles nous mènent à une impasse, et donc on commence à s'intéresser à ce qui est un petit peu différent, un petit peu exotique, voilà, comme culture orientale ou autre. Alors que en Europe de l'Est, en fait, ils sont encore dans cette démarche avec la valeur de l'argent, avec l'idée que l'Occident, c'est des valeurs idéales, qu'eux, ils sont à la traîne, enfin bref, avec des idées un petit peu dévalorisantes par rapport à leur passé. Et ils ne comprenaient absolument pas qu'un Français, qui pour eux est synonyme plus ou moins d'abondance, de richesse, volontairement voyage sans chaussures et sans rien. En gros, ils ne me l'ont jamais dit comme ça, mais c'était plus ou moins ce qu'ils pensaient, je crois. Ah, ça te plaît de te mettre dans l'embarras, écoute, débrouille-toi si ça t'amuse. Et donc en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre ce que je faisais. Donc évidemment, derrière, c'est beaucoup plus difficile d'aider quelqu'un si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Et donc j'ai été beaucoup livré à moi-même, et c'était très éprouvant physiquement et psychologiquement. Ouais. Physiquement, j'ai toujours trouvé assez facilement de la nourriture. Il y avait des cerises, des pommes, des prunes, etc. On me donnait un petit peu d'argent, ça m'a aidé, ça m'a permis d'acheter des oléagineux, je complétais avec ça, avocats, olives, des noix. Donc au niveau nourriture, ça allait un peu, à peu près, même si j'ai pas mal maigri. Par contre, au niveau psychologique, c'était vachement dur pour moi de vivre autant de rejet. C'est-à-dire que même si la première partie jusqu'à Vienne, j'ai été bien accueilli, avant de trouver une porte, une famille d'accueil, je pouvais faire 10, 15, parfois 20 portes. Donc pour une personne qui accepte, avant, dans ma soirée, après avoir couru un marathon, eh bien, je devais affronter le regard ahuri des personnes qui se disent « mais qui c'est celui-là ?» Déjà, j'avais une tenue de coureur mexicain, les Tarahumara, en hommage à ce peuple qui a inspiré le livre Born to Run et qui m'a permis de redécouvrir la course pieds nus. Et quand ils voyaient mes pieds, les gens, ils étaient, mais pour certains, ils étaient terrorisés. Je voyais leur corps se cacher un petit peu derrière la porte et ils refermaient derrière à double tour. Donc il y avait la peur, il y avait le rejet, des gens qui me regardaient comme si je faisais partie de la ligue de la société. Et donc ça a été pas facile à vivre. J'ai pas de blessure de rejet. J'ai une blessure d'abandon, mais pas de rejet. Cette blessure de l'abandon, ça a participé à la guérir, parce qu'en partant sans rien et en ayant fait tout ce que j'ai fait, en fait, maintenant je sais que la vie ne peut plus m'abandonner. Parce que j'avais rien et j'ai eu tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc ça a vraiment été une étape très importante dans la guérison de cette blessure d'abandon. Son évolution voilà. personnelle. Par contre, je ne sais pas si j'aurais pu faire un tel voyage si j'avais eu la blessure de rejet, parce que là, même sans l'avoir, ça a été quand même assez intense. Et une des leçons de ce voyage, une des leçons principales, ça a été d'accepter que les gens me rejettent, d'accepter qu'ils ne comprennent pas ce que je fais et qu'ils soient parfois durs avec moi.
parce que je me suis dit, en fait, si moi je les rejette aussi, parce que eux me rejettent, en fait, je fais la même chose qu'eux. Moi, eux, ils me comprennent pas, mais moi, je les comprends pas. Donc, on se regarde d'un point de vue différent, mais on a la même réaction. Ouais. Et donc là, dans ma tête, ça m'a fait du chemin, et c'est ça, c'était un des grands intérêts de ce genre de voyage où c'est quelque chose que l'on vit, une expérience. C'est-à-dire qu'intellectuellement, je pourrais me dire non, c'est pas bien de rejeter, c'est pas bien de juger, je vais rester peace and love, etc. Puis au final, au fond de moi, je suis toujours à pas accepter qu'on me regarde de travers ou qu'on n'accepte pas, etc. Sauf que là, en fait, quand ça m'arrivait, surtout que c'était, j'arrivais épuisé ou fatigué après un marathon dans la journée, et en plus c'était une succession de portes comme ça à faire. Et derrière, si jamais au fond de moi, j'acceptais pas que les gens m'accueillent mal. En fait, ça crée une contrariété, ça me mettait dans un état d'esprit négatif. En plus, avec la fatigue, le stress de se dire, c'était l'été, mais alors, il faisait quand même frais les nuits. Où vais-je dormir ? Quand j'étais le long du Danube, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est infesté de moustiques. Et puis, quand on arrive fatigué, sale, si jamais je dors dehors, si je dors dehors, c'est qu'avant j'ai fait 20 ou 30 portes, c'est-à-dire 20 ou 30 refus. Dormir après tout seul, tout sale et transpirant dans un coin de la forêt avec les moustiques, c'est un truc dur à digérer quand même, quoi. Et donc j'étais obligé de me dire non, d'être honnête vis-à-vis de moi. Non, là je suis en train de juger, je suis en train de faire la même chose qu'eux. Parce que ça me bloquait, ça me rendait malade, et je me disais, si jamais je ne change pas d'état d'esprit, dans 2 jours, je rentre chez moi, quoi, si ce n'est pas avant. Donc ça m'a vraiment permis d'être obligé d'être lucide par rapport à ça, et de vraiment accepter que les gens, voilà, et d'accepter aussi les fois où je n'y arrivais pas, où j'étais quand même dans le jugement en disant, non, je fais ce que je peux, et donc c'était vraiment un sacré apprentissage par rapport à ça. Et ce qui était merveilleux à vivre aussi, c'est après, donc je fais des portes, des fois il me faut du temps, etc. J'arrive, je suis un peu au bout du rouleau, et puis là tout d'un coup, les gens me disent « Ok, tu peux venir ». Et là, en un claquement de doigts, l'énergie, la fatigue, l'état d'esprit négatif et tout, il n'y a plus rien. Et en fait, pendant tout le long de ce voyage, surtout sur la fin, quand Hervé Deschamps, que tu as déjà interviewé, m'a rejoint, là je suis arrivé à un état d'épuisement sur la fin, où, c'était pas l'épuisement physique, le premier problème, c'était que les gens ne comprenant pas ce que je faisais, grosso modo, je trouvais à dormir chez des gens 1 nuit sur 3, ce qui est une proportion trop faible pour continuer. Ouais. Donc là, si j'avais vraiment été seul jusqu'au bout, je me serais arrêté à Belgrade, la capitale de la Serbie. Le hasard a fait que Hervé venait pour me filmer quelques jours. Donc on a continué ensemble, et donc là j'ai juste eu à courir un marathon par jour. Enfin, on était entre 50 et 55 km par jour en moyenne. Oui, c'est ce qu'on fait nous, un marathon par jour, et il vous dit ça comme ça, tranquille. Mais question, est-ce que tu avais une équipe de tournage avec toi, ou tu étais seul? On se voyait 1 fois par mois, et le reste du temps j'étais seul avec ma GoPro, ma caméra. Et donc avec Hervé, j'avais plus qu'après à courir, voilà, sur les derniers 800 ou 1000 km, je ne sais plus. Et donc là, je me sentais déjà vraiment au bout du rouleau quand j'arrive à Belgrade. Et mon corps me dit qu'il est épuisé, que j'ai besoin d'arrêter. Ce signal n'a fait que s'amplifier jusqu'à la fin. Surtout que quand on connaît l'hygiénisme, quand on est plus à l'écoute de son corps, on ne peut pas... on connaît les signes. Le corps, il me disait, là, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Et en fait, ce qui m'aidait à avancer, c'était, je sentais les énergies des gens, quand il y avait des rencontres positives, l'énergie de la nature, des plantes, etc. Quand il y avait beaucoup d'arbres, je me sentais tout de suite mieux. Et donc j'avançais par vagues, comme ça, l'énergie venait par vagues dans mon corps. Et c'était pas vraiment mon corps qui avançait, c'était... je me laissais porter par les énergies circulantes que j'essayais d'accueillir du mieux possible, et que j'arrivais à accueillir. En fait, on accueille ces énergies de manière très facilement dès qu'on est dans un état d'accueil, d'ouverture, qu'on est positif. Naturellement, ces énergies nous traversent. Et inversement, dès qu'on est dans un état d'esprit négatif, la contrariété ou quoi que ce soit, on ferme ces canaux-là, et on ne peut plus se laisser traverser par les énergies de la vie. Et c'est pour ça que je disais que mon bien le plus précieux sur ce voyage-là, c'était ma paix intérieure. Parce que si je la conservais, je savais que tout allait bien se passer. Et c'est là où j'ai vu mes limites, et aussi où j'ai accepté mes limites. C'est-à-dire que si j'avais été capable de mieux accueillir, d'être plus en paix dans des conditions très très difficiles, comme c'était le cas en Europe de l'Est,
où les gens des fois appelaient la police et que j'étais obligé de me cacher dans des maisons abandonnées pour passer la nuit, etc. Ah oui. Il y a eu vraiment des moments où je me suis couché après avoir couru un marathon, où je me couchais sans nourriture, sans eau dans une maison abandonnée, quoi, avec les moustiques qui viennent tout autour. Donc je me dis, bah ouais, si j'avais été plus à même d'accueillir ça, peut-être que j'aurais rencontré encore d'autres personnes, ça aurait été plus facile, etc. Donc j'ai vu mes limites, je les ai acceptées. J'ai été complètement en paix avec ça. Ça a été un questionnement qu'on a fait ensemble avec Hervé, parce qu'il ne voulait pas non plus venir intervenir dans le bon déroulement, dans l'état d'esprit du voyage. Et en fait, l'univers m'avait envoyé Hervé comme une aide pour venir m'accompagner pour terminer ça. J'ai trouvé ça magnifique parce que ce n'était pas programmé. Hervé l'a fait de bon cœur et ça a finalement... pour moi, ça a conservé l'état d'esprit du voyage parce que c'est lui qui m'a offert tout ce dont j'avais besoin, le gîte, le couvert, sans que j'aie à le demander ni quoi que ce soit. Et ça t'a permis d'aller jusqu'au bout. Et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout et c'était important pour moi, même si mon corps me disait d'arrêter, de terminer ce voyage-là et de me dire, bah, quand on croit en ses rêves, quand on croit en un certain nombre de valeurs, etc., bah, même quand on sait qu'on va au-delà de ses limites et qu'on fait peut-être quelque chose qui est plus complètement physiologique, il y a aussi des choses qui surpassent ça. Bah, après, quand on a vécu des choses comme ça, après, il y a forcément des liens qui se créent, qui sont très forts. Ça fait partie des belles rencontres que le cru t'a apporté. Voilà. Tout simplement. Le cru m'a apporté, ça a commencé avec le film de Damien, La Marche Enfin, où j'ai rencontré Miguel, Irène. Toutes les portes du cru se sont ouvertes à moi. Avant cette période-là, j'avais pas internet chez moi parce que ça me dégoûtait tout ce que je voyais dessus. J'étais un petit peu dans le mode où on se referme sur soi et on veut plus utiliser PayPal, on veut plus utiliser Amazon, on veut plus rien de tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais complètement refermé sur moi-même et que j'avais plus accès à toutes ces informations qui étaient vitales. Pour ça, maintenant, je suis complètement en paix avec les réseaux sociaux, avec Internet, la technologie. Parce que la technologie, c'est un outil comme un couteau. Je prends souvent cet exemple du couteau. Tu peux éplucher des légumes, tu peux te préparer à manger ou tu peux tuer quelqu'un. Voilà. Est-ce que pour autant on va interdire les couteaux? Bah non. Voilà, dans la technologie, c'est la même chose. C'est pas question de l'interdire ou de l'utiliser absolument, mais on l'utilise en conscience, en pesant le pour et le contre. Et donc sur ce voyage, la chose la plus importante que j'avais, c'était donc cette paix intérieure à conserver, à veiller sur elle, comme une petite bougie pour pas qu'elle s'éteigne. Et la deuxième chose qui était très importante et que j'ai emmenée avec moi et qui va permettre de boucler la boucle de tout ce que j'ai dit auparavant, c'était que j'avais avec moi ma petite fiole de ricin. Voilà. C'est-à-dire que j'avais pas d'argent, j'avais pas d'habits de rechange, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de carte routière, j'avais pas de boussole de GPS ni de quoi que ce soit, mais j'avais ma petite fiole de ricin parce que je savais très bien qu'en mangeant 100% vivant, en étant exposé au soleil, avec l'activité, etc., j'allais remettre plein de choses en circulation et que j'allais très mal le vivre physiquement et émotionnellement, mentalement. Et donc ça a participé au bon déroulement de ce voyage. Donc j'ai fait plusieurs purges, sulfate de magnésium et ricin pendant le voyage. Des fois j'utilisais les moments quand l'équipe de tournage venait me rejoindre, j'en profitais pour jeûner et purger. Ça m'est arrivé aussi de faire double ricin de suite tout en continuant de courir. Comme quoi, quand on peut tout faire aussi. Si l'action qu'on a à accomplir quand on jeûne et quand on purge, on lui donne du sens, et qu'on accepte de lâcher prise en sachant qu'on aura de l'énergie mais qu'on ne la mettra pas de la même manière. Comme moi en ce moment, aujourd'hui, je jeûne et je purge. C'est pas pour ça que juste avant que vous me posiez des questions, j'avais plutôt envie de faire une sieste. Mais pour moi, c'est important de communiquer autour de toutes ces notions. Donc il y a l'énergie qui me traverse, les idées qui viennent. Je ne cherche pas mes mots ou quoi que ce soit parce que je suis en train de jeûner et de purger. Voilà. Au contraire, je suis beaucoup plus connecté et les idées viennent beaucoup plus facilement. Et donc j'ai purgé régulièrement tout au long du trajet et voilà, j'avais donc pour moi c'est assez symbolique de l'importance à laquelle je donne aux purges puisque j'avais rien de tout ce que les êtres humains prendraient avec eux pour voyager, mais par contre j'avais ma fiole de ricin. Alors j'ai parcouru environ 3500 km sans compter tous les allées et venues pour aller chercher des trucs. Chercher à manger, chercher un gîte et poser la caméra et revenir la récupérer en 88 jours.
Il y a eu un truc avec le chiffre 8, 80 marathons, 8 jours de repos, 8 pays traversés, couru à une vitesse, à mon avis, de 8,8 km/h. Et je suis revenu en France le 8 septembre. Pour la, si je ne me trompe pas, c'était pour la fête de la Nativité de la Vierge. Voilà. J'ai été assez encadré par certains saints, notamment Saint Barnabé, le jour où je suis parti, le 11 juin. J'ai regardé en radiesthésie quel était le meilleur jour pour partir, je suis tombé le 11 juin. Et tu expliquais que tu avais même joué du pendule pour dire à quelle date je pars. Oui, c'est un épisode du voyage très important que j'ai oublié de citer, c'est que je suis en plein préparatif quand le premier confinement arrive, et puis les frontières se ferment, et puis le confinement dure des mois et des mois. Et je me dis, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir partir, quoi. Surtout que même si, moi, j'ai pas peur de braver l'autorité puis de faire un truc interdit, mais si jamais les gens sont dans la peur, ils vont me dénoncer ou ils vont pas ouvrir leurs portes. Je peux rien faire tout seul dans un voyage comme ça. Donc je me dis, en fait, je crois que je vais plutôt abandonner ce projet et puis mettre en place, développer ma société avec Florence, la Free Your Life. C'est le moment pour faire ça, puis les voyages, ça sera un autre épisode de ma vie, quoi. Et tu as eu des encouragements, en fait. On t'a dit, non, il faut y aller. Et ce jour-là, ce jour-là, je me dis, il faut que je prenne une décision, parce qu'il y a l'équipe de tournage, il y a des personnes, etc. Il faut qu'on s'organise, il faut que je prenne une décision. Et là, je me dis, je pense que je vais arrêter. Et là, dans la journée, il y a environ 6 personnes qui me contactent par mail, il y a des gens que je croise autour de chez moi, etc., par téléphone, qui me disaient, alors t'en es où dans tes projets? Puis je leur dis, ce qui se passe, là je crois que je vais pas y aller. Puis non, au contraire, il faut que tu fasses. Je me souviens un copain, Jérôme, qui m'avait dit, au contraire, c'est dans un moment comme ça qu'on a le plus besoin de gens qui osent. Et donc je me laisse pas spécialement influencer au moment où on me dit ça, mais à la fin de la journée, je fais le bilan, puis je me dis, mais ça c'est une synchronicité. Parce que j'avais lu les travaux de Philippe Guillemant, donc je vous encourage à lire son dernier livre, Le Grand Virage de l'Humanité, qui est un ouvrage absolument magnifique, où il explique, il a permis en fait, la conscience rejoint la science, en fait, à travers les dimensions de l'univers. Et donc, dans sa vision de l'univers que j'ai adoptée, qui fait partie de mes croyances maintenant, le futur et le passé existent en permanence, en même temps que le présent, et le présent va vers un futur à travers des synchronicités. Et quand on est en pleine conscience, quand on médite ou quand on visualise des choses, qu'on utilise la loi de l'attraction, en fait, on a la capacité de modifier le futur. Et une fois qu'on a modifié le futur, il y a des synchronicités qui se passent pour amener le présent vers ce nouveau futur qui vient d'être créé. Et donc moi, ça faisait 5 ans que je préparais Eurotopia, cette traversée de l'Europe, que j'y pensais tous les jours, etc. Donc c'est un truc qui m'habitait corps et âme. Donc j'avais bien compris que j'avais dû essayer, j'avais fait tout mon possible pour modifier le futur pour que je le réalise. Et comme je suis prêt à abandonner, comme le nouveau futur existe à nouveau, il essaye de me ramener vers lui. Et donc c'est là où il provoque des synchronicités. Et donc je fais ce lien, je me dis, ça veut dire que dans le futur, mon voyage est déjà réalisé, donc en fait j'ai plus rien à craindre. Ça veut dire que les frontières vont se lever au bon moment, que je vais rencontrer tout ce qu'il me faut pour avoir... Tout est en place. Donc tout est en place, donc je me suis dit, comme je ne peux pas intellectuellement, mentalement définir quand est-ce que le confinement va se lever, je ne peux que avoir le recours à la radiesthésie. Donc j'ai posé la question à mes guides, quel est le meilleur jour pour partir sur Eurotopia? C'est tombé sur le 5 juin, qui s'est avéré être la Saint Barnabé, qui fait partie des apôtres. Donc pour moi ça voulait dire que je partais sous le patronage d'un signe de plus, voilà. Ça a été un voyage autant sur un plan physique que sur un plan spirituel. Et pour moi, la suite de mes aventures, je ne sais pas s'il y en aura, parce que là je suis dans une phase d'expansion de ma société avec Florence, où ce qui est important maintenant pour moi et pour la société, c'est de communiquer autour des lois du vivant. Mais en tout cas, si plus tard je continue les expéditions ou que d'autres en font, je pense que ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est pas de vaincre des chronos ou d'aller juste un tout petit peu plus loin que ce qui a été fait, mais de carrément changer de paradigme et de relier vraiment l'exploration
avec notre nature humaine et la spiritualité, le monde de l'invisible. Magnifique. Et j'ai eu la chance avec Eurotopia de vivre un voyage où j'ai beau être super entraîné avec un esprit éventuellement de compétition et sortir mon pendule pour savoir quel chemin prendre et quand partir, quoi. Et pour moi, ça c'était vraiment la magie du vivant, quoi. Magnifique. Donc ça, c'est la dernière aventure, expérience. Ouais. Et elle sera traduite en film. Ouais, à partir de mars ou avril 2022. 22 là. Donc, au et cinéma. on a un film d'une durée de... Pour l'instant, ils sont en train de le peaufiner. Il devrait être d'une durée de 1h50. Ah, très intéressant. Avec des bonus sur notamment le Super. ricin, sur la radiesthésie, sur d'autres trucs Super. qu'on n'a pas pu mettre dans la version d'1h50 parce que sinon... Et ce qui me plaît dans ce film-là, qui est en train de vraiment prendre forme comme une sculpture qu'on taille, c'est qu'elle a été faite par des personnes par les réalisateurs qui au départ connaissaient pas du tout l'alimentation vivante, l'hygiénisme, c'était pas du tout leur rayon. Et ce qui fait qu'ils ont amené le sujet d'une manière que moi je l'aurais jamais faite. Avec leur œil, regard neuf. bien sûr. Avec un regard de quelqu'un qui n'y connaît rien à la base. Et c'est mieux. Et c'est beaucoup mieux parce que ce film, il va être accessible pour n'importe qui. Tout à fait. Peu importe que la personne soit sportive, peu importe qu'elle connaisse l'alimentation vivante, etc. Et par le biais de mes expériences à travers le voyage, à travers les intervenants qui sont très bien choisis, on y va tout en douceur pour montrer un petit chemin qu'on pourrait prendre et qui a l'air bien balisé, tout en douceur sans brusquer le spectateur. Donc Florian et moi, quand on s'est rencontrés, on s'est dit ça pourrait être sympa de faire des stages. Et puis Florian a dit ouais, d'ici 5 ans, j'ai encore Je voulais être bien prêt à être à fond sur tous les sujets. plein de livres à lire, plein de choses à étudier. Puis je lui ai dit on peut commencer juste avec un petit atelier cuisine, et puis un peu un bain froid, et puis des séances de respiration, de yoga. Et puis des explications sur l'alimentation vivante, et puis on verra bien si ça marche. C'était en 2019, ça, je crois. Ouais, en novembre 2019, et puis on a eu 6 inscrits. Et puis Chez moi, à la maison, tout à simplement. la maison, ouais. Et puis après, là, on s'est lancé, et puis petit à petit, au début, on mettait les stages sur le site internet de Florian, parce que moi, j'avais pas de site internet. Après, on les avait sur nos 2 sites, et puis après, on a rassemblé les forces, et puis on a créé la société Free Your Life. En début d'année 2021, Ouais, donc à peu près ça. il y a un peu moins d'1 an même. Hein. Ouais. Donc on avait vraiment envie de se structurer et puis de passer, de pas faire ça de manière anecdotique ou secondaire. On avait vraiment envie de se professionnaliser dans ce domaine-là. Et puis surtout, après ce qui s'est passé avec le confinement, etc., on s'est dit, mais il y a un besoin urgent pour la société que ce genre d'initiative existe, fleurisse. Et puis la demande, surtout, elle est là de manière exponentielle. Et c'est ça qui nous a motivés à mettre ces stages au point, c'est qu'il y avait des gens qui nous écrivaient régulièrement pour nous dire qu'elles aimeraient nous rencontrer, qu'elles nous demandaient des conseils, etc. Et c'est ça qui m'a aidé à lâcher prise au fait que je me sentais pas prêt, c'est que la demande était là et que... Et puis après, au début, on a commencé par un stage de reconnexion à la vie, et puis au fur et à mesure, on nous demandait toi, tu avais mis aussi en place les jeûnes et trek. Et puis il y a des personnes qui aimeraient bien faire du jeûne et trek, mais le niveau en dessous, parce que marcher 25 à 30 km par jour, dormir en tente et tout. Donc après, on a mis en place le jeûner pour changer, qui est la version plus minimaliste du jeûne et trek, puisqu'on marche 3 heures par jour à peu près dans la nature. Et qu'on dort en gîte le soir, alors que le jeûne et trek, on dort en tente. Voilà, et aussi dans le jeûner pour changer, où il y a aussi toutes les ateliers de respiration, de yoga, d'explications sur l'alimentation vivante. Puis moi, il y avait souvent des personnes, je faisais des séances de coaching, aussi en groupe pour l'alimentation vivante, et j'avais souvent des mamans avec enfants. Et elles me disaient comment ça se passe pour les enfants, on aimerait bien aussi faire participer les enfants, et j'ai trouvé que c'était une super idée, donc j'ai mis en place le stage parents-enfants, donc qui s'appelle Grandir en conscience maintenant, où on fait des ateliers cuisine, on se connecte à la nature, on fait du yoga adapté aux enfants, de la méditation, on fait des petits jeux sur l'alimentation vivante,
Et on fait découvrir tous les sports ici, parce qu'on a la chance de vivre en pleine montagne. Donc l'été comme l'hiver, il y a vraiment plein de choses à faire. On fait des chasses au trésor, des choses comme ça. Voilà, on voyait en fait les gens qui nous écrivaient quels étaient leurs besoins. Donc on ne peut pas se tromper quand on fonctionne de cette manière-là. Donc on a mis en place 4 types de stages. Et puis une fois, c'était l'été, je me souviens bien, en 2020. 2020, où on s'est dit, mais en fait, ça serait bien de créer un événement où on peut facilement se sentir isolé quand on change d'alimentation, d'hygiène de vie, etc. Et tout le monde ressent ce besoin de se regrouper pour mieux se connaître et puis faire des choses ensemble. Et on s'est dit, en fait, il n'y a pas d'événement comme ceci. Il y avait les rencontres de la régénération, mais ça a été arrêté avec le confinement. Donc on s'est dit, ça serait bien qu'on crée cet événement où on se réunisse autour des valeurs sur la santé, la connexion, l'harmonie avec la nature. Que les personnes puissent se rencontrer, créer des projets elles-mêmes, un peu dans l'idée de créer le monde de demain. Et puis que ce qu'on fait, nous, à notre échelle, ça se répercute parce que d'autres gens font des stages, des ateliers cuisine. De toute façon, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, selon l'état d'esprit de chacun. On n'a pas dit le nom de l'événement. Oui, et donc c'est ainsi qu'on a mis au point l'événement qui s'appelle la Fête du Vivant. On n'a pas trop hésité longtemps. Non, on avait tout de suite le nom. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance aussi de pouvoir compter sur l'appui des anciens, des personnes pionnières, des piliers, voilà, c'est le bon mot en France, avec Irène Grosjean, Tal et Johanna Schaller, René Bickel. Qui nous ont soutenus dès le départ. Et puis les personnes, comme tu disais, avaient vraiment ce besoin de voir qu'elles ne sont pas seules dans cette démarche-là, et puis que dès qu'on se retrouve ensemble, tout devient tellement plus facile. Et après, les personnes, elles avaient du mal à partir les 4 jours, et même nous, en général, quand on vit des stages, on est en principe content aussi d'arrêter. On est content de commencer, mais content d'arrêter parce que c'est épuisant. Et là, en fait, quand ça s'est arrêté, on s'est senti que au niveau énergétique, ça retombait, il y avait un petit côté nostalgie, on s'est dit, ça c'est un événement à reconduire, quoi. Puis il y avait de la musique, de la danse, c'était joyeux, c'était hyper bienveillant, c'était plein de contacts entre tout le monde. Et du soleil, on a eu du soleil pendant 4 jours. Donc là, on le refait cette année, ça aura lieu du 11 au 14 juin. On a Irène Grosjean, on a Tal et Johanna Schaller. David Tan, René Bickel, Inspire Potential. Mimi et Jackie. On en oublie encore. Les alchimistes du vivant. Sylvain de One Nation, qui a mis en place la chaîne YouTube Pourquoi pas avec sa compagne, et qui mène des actions pour éduquer à la souveraineté individuelle. Donc on a vraiment une très belle tête d'affiche. Et on a aussi, on n'a pas encore parlé, notre dernier petit né, la formation accompagnant. Donc ça fait partie de notre désir, donc, dans notre société Free Your Life, d'aider ceux qui cherchent des informations, partager des expériences pour éduquer à la santé. Mais on se rend bien compte en fait que la demande étant exponentielle, avec le changement de société qu'en cours, qui est en train de se faire à une vitesse incroyable, que en fait il va falloir, on pourra très bientôt ne plus répondre à la demande. Et donc on aimerait en fait aider les personnes qui le souhaitent à faire exactement la même chose que nous. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, Free Your Life, ça s'appuie sur nos 2 personnalités, mais l'idée après c'est que ça devienne une marque, pas au sens marketing, mais une sorte de valeur, comme quoi il y a un certain nombre de pratiques, d'enseignements, etc., qui donnent des résultats positifs, et que les personnes viennent se former parmi nous, et que par la suite, elles retournent faire leur petit bonhomme de chemin et deviennent entrepreneurs dans le domaine de la santé. Voilà. Parce que en fait, on arrive tous aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que si on veut manger 100% vivant, vivre pleinement ce truc incroyable qui est cette reconnexion à soi et à la vie, on ne peut pas le garder pour soi, et on ne peut pas continuer d'avoir un boulot qui n'a pas de sens. Et un boulot dans la matrice, il n'a pas beaucoup de sens en général, même si des fois on peut essayer d'en lui en donner un. C'est souvent parce qu'on aime bien se mentir à soi-même pour continuer le truc. Et donc au bout d'un moment, si on n'en fait pas son travail, on est coincé. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on n'essaye pas du tout de garder un domaine pour nous. Au contraire,
Et chacun avec sa propre personnalité, sa propre énergie. Donc, en fait, il y en a pour tout le monde. Il y a des personnes qu'on va former un peu théoriquement et dans la pratique, qui vont essayer les pratiques hygiénistes et qui vont créer leur entreprise à leur image, où ils vont mettre peut-être plus d'énergétique ou plus de cours de cuisine ou plus de pratiques sportives. Et tellement le choix, chacun peut trouver vraiment ce qui lui correspond, associer des éléments entre eux. Ça peut aussi très bien se marier avec le chamanisme. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans l'alimentation après être passées par le chamanisme, parce qu'ils sont connectés aux esprits, mais ils sont en mauvaise santé, donc ils se posent aussi des questions. Et donc, on a créé ce format sous une semaine complète. Ça s'appelle la formation accompagnant. C'est en présentiel, ça a lieu ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble. Et pendant une semaine, on a environ tous les jours, en tout et pour tout, 6 heures de cours théoriques, 6-7 heures. Oui. Et puis le reste du temps, c'est un cours de cuisine et c'est tous les ateliers pratiques, où on pratique un peu tout l'hygiénisme. Et ensuite, on donne des informations aussi sur les différents statuts, comment devenir auto-entrepreneur ou créer une société. Et ensuite, on reste en lien avec les personnes qui ont suivi notre formation par des visios assez régulières pour savoir un peu chaque personne où elle en est. Est-ce qu'il y a une manière dont on peut l'aider, puisque nous, on est passé par là. On a quitté nos boulots pour créer une entreprise. Donc, c'est comment on peut aider cette personne, comment aider cette personne pour sa visibilité sur les réseaux sociaux, etc., etc., pour qu'elle puisse à son tour transmettre. Cela afin de vivre pleinement sa passion, ses convictions, et puis d'apporter aussi sa contribution à la société qui en a grand besoin. Et notre socle à nous, c'est vraiment, à travers ces différentes pratiques hygiénistes qu'on propose, c'est de considérer qu'il y a des pratiques principales, premières, et des pratiques secondaires. Comme par exemple, boire de l'eau filtrée et informée, ça peut être intéressant, mais si derrière on continue de manger tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, ça n'a pas de sens. Et bien souvent, dans toutes les propositions de formation qui sont proposées sur le net, etc., c'est pas toujours évident de savoir quelles sont les priorités finalement dans toutes ces pratiques, sachant qu'il y a aussi des priorités qui peuvent être individuelles, mais il y a aussi des priorités qui vont être quand même assez objectives. Et pour nous, ces priorités, c'est l'alimentation vivante et les purges. Parce qu'on l'observe, tous ceux qui vont passer au 100% vivant et faire ces purges régulièrement vont se transformer et avoir une énergie, un rayonnement qui font que ça va fonctionner. Et donc c'est pour ça qu'on axe beaucoup sur l'alimentation vivante, parce que c'est la fondation, on construit quelque chose sur du solide. On a bien conscience qu'il n'y a pas que ça, mais c'est la pierre de fondation. Et puis prochainement aussi une formation en ligne. Ouais, ce sera la dernière formation hygiénisme holistique. Ouais. Donc qui reprend un peu aussi toute la partie théorique et puis avec des livrets, etc. Donc ça, ce sera plutôt pour à partir de. Je pense qu'on tournera les vidéos à partir de cet été. Oui. Pour la fin d'année, ça devrait être disponible. C'est la dernière chose qui nous manque dans tout le choix de ce que l'on propose. Ça aidera, ça sera adressé à ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel. Si jamais il y a encore des difficultés pour se déplacer, etc. Voilà, pour plein de raisons. Ça donne aussi un genre de répertoire où on peut réécouter, prendre des notes. Voilà, donc là c'est une année en pleine expansion pour notre société. C'est ça qui nous anime au quotidien, tous les jours, et on est bien récompensé par tous les cadeaux que la vie nous fait. Pour ça. Donc c'est freeyourlife.fr. On l'a aussi en notre chaîne YouTube, Free Your Life. Voilà, un site qui a été une nouvelle version qui a été mise en ligne il y a quelques jours seulement, et il y a toutes les informations qui sont. Donc il y a les stages, les formations présentielles et la fête du vivant. Voilà. Il y a beaucoup d'articles. Il y en a un par mois en ce moment qui se met en place justement sur des sujets comme les protéines, la B12, les purges, etc. Il y a plein de ressources accessibles comme ça, gratuites, pour comprendre ce que l'on fait. Merci, à tout bientôt.